Polly Wright est descendue de ce train avec 62 $, une sacoche en cuir usé et une lettre d'un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. Et chaque personne sur le quai s'est arrêtée et l'a dévisagée. Non pas parce qu'elle était belle, ni parce qu'elle était élégante, il la dévisageait parce qu'elle était imposante. Elle était seule, et elle a avancé quand même, le menton haut, la mâchoire serrée, comme une femme qui avait déjà survécu au pire que la vie pouvait lui infliger. Ce n'était pas le cas. Pas encore. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à notre chaîne. Laissez un commentaire pour nous dire de quelle ville vous nous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyagera. L'été de 1878 avait déjà brisé 3 hommes dans le comté de Harlem avant même l'arrivée de juillet. Il avait anéanti les frères Delaney, les inondants en avril et les chassants en juin. Il avait emporté toute la récolte de blé du vieux Hector Pouet en une seule semaine. Un vent brûlant venu du sud, comme une punition. Et il était en train de détruire Silas Drifter, même si Silas lui-même était le dernier homme du comté à vouloir l'admettre. Il se tenait sur le quai de la gare dans sa plus belle chemise. La chemise sombre, celle avec un seul poignet effiloché. Son chapeau était baissé sur ses yeux et ses bras croisés sur sa poitrine, comme une armure. Sa mâchoire était crispée. Ses yeux balayaient les wagons de passagers, comme un homme scrute un horizon auquel il ne fait pas confiance. À côté de lui, son employé de ranch, Chester Boone, mangeait un biscuit. « Vous êtes nerveux? » demanda Chester, sans lever les yeux. « Non, vous avez l'air nerveux. Moi, j'ai l'air d'un homme qui a payé 40 $ en frais de correspondance et 20 autres pour un billet de train. » Silas dit, « J'ai l'air d'un homme qui a pris une décision commerciale et qui en attend le résultat. » Chester mâcha. Elle a un nom. Polly Wright de l'Ohio. L'Ohio. Chester hocha la tête comme si cela expliquait quelque chose. Que disait sa lettre? Elle disait qu'elle était robuste, qu'elle était capable, qu'elle savait cuisiner, tenir une maison et n'avait pas peur du travail. Silas fit une pause. Elle disait être une femme de substance. Chester le regarda de côté. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai supposé que ça voulait dire qu'elle avait du caractère. Chester finit son biscuit. Ça pourrait vouloir dire autre chose. Silas ne répondit pas. Le train siffla et gémit jusqu'à l'arrêt. Les portes s'ouvrirent et les passagers commencèrent à descendre sur le quai. Un commis voyageur avec une maillette d'échantillon, 2 hommes âgés en costume, une jeune mère avec un enfant sur la hanche. Silas observait chacun d'eux. Sa mâchoire se crispait un peu plus à chaque personne qui n'était pas elle. Et puis elle est descendue. Et le quai est devenu silencieux, pas complètement silencieux. On entendait encore les bruits de la ville, les chevaux aux poteaux d'attache, le grincement des roues de chariot, quelqu'un qui martelait quelque chose 2 rues plus loin. Mais les gens sur le quai, absolument tous, s'immobilisèrent un instant. Le genre d'immobilité qui se produit quand les gens voient quelque chose d'inattendu. Polly Wright était une femme imposante. Pas imposante comme on le dit parfois, avec une sorte de douceur pleine d'excuses dans le mot. Imposante comme un orage est imposant, comme une rivière est imposante. Remplissant sans aucune excuse l'espace qu'elle occupait. Sa robe était propre mais usée par le voyage. Un bleu profond qui avait sans doute été plus vif autrefois. Ses cheveux bruns étaient relevés sous un simple bonnet qui avait connu des jours meilleurs. Son visage était rond et rougi par la chaleur, et ses joues étaient humides de sueur. Ses mains, qui serraient la sacoche en cuir devant elle, étaient celles d'une femme qui savait s'en servir. Elle posa le pied sur le quai, regarda autour d'elle, et ses yeux se posèrent sur Silas. Il n'avait pas bougé. Elle marcha vers lui. Elle marcha, sans traîner devant les pieds, sans hésiter. Elle marcha avec la détermination d'une femme qui avait déjà décidé que la seule direction qui vaille était d'aller de l'avant. Derrière Silas, il entendit Chester murmurer, à voix basse. « Oh, ne dis rien, dit Silas. Je n'allais rien dire. Ne dis rien. » Polly s'arrêta à 1 mètre de lui et tendit la main. « Monsieur Drifter, je suis Polly Wright. Je crois que vous m'attendiez. » Silas fixa sa main. Il lui fallut 2 bonnes secondes pour la prendre, et quand il le fit, il la serra une fois, d'un geste vif et professionnel, puis la lâcha. « Mademoiselle Wright, dit-il, la route est longue depuis l'Ohio, dit-elle. Je suppose que vous avez un chariot. »« Oui. »« Alors je suppose que nous devrions nous mettre en route avant que cette chaleur n'empire. » Elle leva les yeux au ciel, ce ciel d'un bleu-blanc plat et implacable.
d'un été qui avait oublié comment être autre chose que punitif. Même si je soupçonne qu'elle va empirer de toute façon. Chester s'avança et toucha son chapeau. Chester Boone, madame, je vais prendre vos bagages. Juste celui-ci, dit Polly, et elle lui tendit la sacoche avant qu'ils ne puissent discuter. Je voyage léger. Personne sur le quai ne dit rien pendant qu'elle s'éloignait avec Silas et Chester. Mais Silas l'entendit quand même. La façon dont le silence pouvait être plus bruyant que les mots. La façon dont les gens pouvaient communiquer des romans entiers avec rien d'autre qu'un regard et un souffle retenu. Il l'entendit sans se retourner. Il avait grandi dans ce comté. Il savait exactement ce que chaque personne sur ce quai pensait. Voilà ce que Silas Drifter a fait devenir. Voilà sa fiancée par correspondance. Que le Seigneur ait pitié. Il continua de marcher. Le trajet en chariot jusqu'au ranch durait 40 minutes par beau temps et 1 heure quand les ornières étaient profondes. Et aujourd'hui, les ornières étaient profondes. Polly était assise sur le banc à côté de lui. Chester était monté à l'arrière sans qu'on le lui demande, ce que Silas nota sans le reconnaître. Et elle ne se plaignit pas des secousses, ne fit aucune remarque sur la chaleur, n'essaya pas de faire la conversation comme il l'avait craint. Elle regardait le paysage. Salah l'observait du coin de l'œil, la regardant absorber l'étendue sèche et brune des collines, le lit du ruisseau asséché qui n'avait pas vu d'eau depuis 6 semaines, les clôtures dont les poteaux penchés disaient qu'un homme avait été trop occupé ou trop fatigué pour les réparer. Il la regarda tout voir et ne rien dire. Finalement, il dit « L'été a été rude. Je vois ça. Le ranch. Il a traversé des difficultés. Les chevaux. » Il s'arrêta. « Je veux être direct avec vous, mademoiselle Wright. Je ne suis pas un homme qui... Je ne crois pas qu'il faille enjoliver les choses. »« Moi non plus, » dit-elle. « La raison pour laquelle j'ai fait venir une épouse était pratique. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse m'aider à gérer la maison pendant que je m'occupe des terres. J'ai besoin de quelqu'un de capable. Ce dont je n'ai pas besoin, c'est de quelqu'un qui sera effrayé par les temps difficiles ou le travail acharné. » Polly se tourna et le regarda pleinement pour la première fois depuis qu'ils avaient quitté le quai. Il s'obligea à soutenir son regard. « Monsieur Drifter, dit-elle, j'ai grandi avec 6 frères dans une maison de 2 pièces à Chillicothe. Je travaille depuis l'âge de 8 ans. J'ai enterré ma mère à 14 ans et mon père à 19, et je subviens entièrement à mes besoins depuis. J'ai répondu à votre annonce parce que je voulais une vie qui ait un sens, pas parce que je cherchais le confort. » Elle soutint son regard. « Je ne suis pas une femme qui s'effraie facilement. » Silas se retourna vers la route. « Bien, dit-il. » Ils ne parlèrent plus du reste du trajet. La maison du ranch n'était pas ce qu'elle avait imaginé d'après sa lettre. La lettre avait été prudente, pensa Polly. Prudente comme un homme l'est quand il essaie de présenter quelque chose de vrai sans en montrer trop. La maison tenait debout. C'était la chose la plus charitable qu'elle pouvait en dire. Il manquait 2 planches à la balustrade du porche. La vitre de la fenêtre avant avait une fissure réparée avec du papier et de la cire. La cour avait été balayée récemment. Elle pouvait voir les marques du balai dans la poussière, ce qui lui indiquait que Silas Drifter, quelles que soient ses autres défaillances, avait au moins fait un effort. Elle apprécia l'effort, elle ne le dit pas. Ce qu'elle remarqua avant tout le reste, c'était l'odeur. Elle venait de l'étable, une odeur lourde et aigre, anormale comme seule l'odeur d'animaux malades peut l'être, superposée aux odeurs ordinaires de foin et de fumier. Elle s'arrêta de marcher, se tournant vers l'étable. « Les chevaux, dit-elle. » Silas s'arrêta derrière elle. « Qu'est-ce qu'ils ont? Combien sont malades? » Une pause. 4 sur 9, ça a commencé il y a 3 semaines. 2 autres montrent des signes. Elle se tourna pour le regarder. Quels sont les symptômes? Son expression changea. Quelque chose bougeait derrière ses yeux qui n'était pas tout à fait de la suspicion, ni tout à fait de l'espoir, et qui était surtout de l'épuisement. Transpiration, léthargie. Il ne mange pas bien. L'un d'eux, Ranger, mon meilleur cheval de trait. Il tient à peine debout. Avez-vous fait venir un vétérinaire? Le docteur Harley est venu il y a 2 semaines. Il a dit que c'était la fièvre d'été. Il a dit de les garder hydratés et au repos et d'attendre que ça passe. La mâchoire de Silas se crispa. 2 d'entre eux ont empiré après ça. Polly resta silencieuse un moment. « Puis-je les voir? »« Vous voulez voir les chevaux? »« Oui. »
Vous venez de descendre d'un train après 3 jours de voyage. Oui, dit-elle, et vos chevaux sont malades. Puis-je les voir? Il la regarda longuement, puis il se tourna vers l'étable sans un mot et elle le suivit. L'odeur frappa plus fort une fois à l'intérieur. 4 chevaux dans les stalles du fond, 2 d'entre eux debout, apathiques, la tête basse, le poil humide d'une sueur qui venait de la fièvre et non du travail. L'un, celui qu'elle devina être Ranger parce qu'il était le plus grand et que sa détresse était la plus visible, se tenait dans le coin, les jambes écartées, respirant de manière prudente et délibérée, comme un animal qui concentrait toute son énergie sur le simple fait de rester debout. Polly posa sa sacoche à l'entrée de l'étable. Elle s'approcha lentement du cheval malade le plus proche, le laissant entendre son approche avant qu'il ne puisse la voir clairement. Elle lui parla, pas vraiment avec des mots, juste des sons, bas, rythmés et calmes. Elle posa sa main sur son cou et sentit la chaleur qui s'en dégageait. Elle passa ses mains le long de ses flancs, vérifia ses gencives, souleva sa lèvre et regarda la couleur. Derrière elle, Silas ne dit rien. Chester, qui s'était matérialisé à l'entrée de l'étable à un moment donné, ne dit rien non plus. Elle passa au cheval suivant, puis au suivant. Elle passa le plus de temps avec Ranger, ses mains se déplaçant avec une certitude qui n'était pas de la comédie. Elle n'essayait pas de paraître confiante. Elle était simplement confiante, parce que ses mains savaient ce qu'elles faisaient. De la manière dont les mains ne savent les choses que lorsqu'elles ont été instruites par quelqu'un qui est parti depuis longtemps. Grand-mère Nell, la voix de grand-mère Nell, la cuisine de grand-mère Nell en été, des herbes séchées suspendues à chaque chevron, l'odeur de la camomille et de quelque chose de plus piquant, de médicinal, le grattement de son écriture dans les marges de son journal. Polly se redressa. « Ce n'est pas la fièvre d'été, dit-elle. » La voix de Silas vint de juste derrière elle, plus proche qu'elle ne l'avait réalisé. « Pardon? La fièvre d'été, c'est le nom qu'on donne quand on ne sait pas ce que c'est, dit-elle en se tournant vers lui. Ces chevaux ont bu à une source d'eau qui est contaminée. Avez-vous un abreuvoir secondaire? Un étang? Un ruisseau qu'ils peuvent atteindre? » Son expression changea. « Il y a un étang dans le pâturage nord. Nous l'utilisons depuis que le ruisseau est à sec. » « L'étang est devenu stagnant, dit-elle. Des algues, très probablement. Certaines sortes sont toxiques pour les chevaux. Les symptômes correspondent. La fièvre, la léthargie, le moment. Il y a 3 semaines, c'est exactement le moment où l'on s'attendrait à ce que cela apparaisse s'ils ont commencé à y boire au début de juin. Le silence qui suivit était de ce genre particulier qui se produit quand un homme fait 2 choses à la fois. Considérer si ce qu'on lui dit est vrai et considérer les implications si ça l'est. Chester dit doucement, « Seigneur Tout-Puissant. » Silas dit, « Comment savez-vous ça? Ma grand-mère a élevé des chevaux dans le Kentucky pendant 30 ans. Elle m'a appris ce qu'elle savait. » Polly croisa son regard. « La bonne nouvelle, Monsieur Drifter, c'est que si nous leur coupons l'accès à cet étang aujourd'hui et que nous commençons le traitement, la plupart d'entre eux devraient se rétablir. Ranger est le pire. Je ne vous promets rien pour Ranger, mais les autres ont de bonnes chances. » Un traitement? Sa voix était prudente. Plate. Quel genre de traitement? J'aurais besoin de certaines choses, du charbon actif, si vous pouvez en trouver à la pharmacie en ville. Avez-vous une pharmacie? Nous avons un magasin général avec un rayon de médicaments. Ça pourrait faire l'affaire. J'aurais aussi besoin de vinaigre de cidre de pomme, d'ail frais, de chardon-marie séché s'ils en ont. Sinon, j'utiliserai ce que j'ai apporté avec moi. Et j'aurai besoin d'eau propre, beaucoup d'eau, pour qu'ils boivent et pour des cataplasmes. Elle ramassa sa sacoche. Et j'aurai besoin que vous me fassiez confiance. Silas la fixa. Le soleil passait par une fente dans le toit de l'étable et éclairait le côté de son visage. Et dans cette lumière, elle pouvait voir à quel point il était fatigué. Pas seulement fatigué d'aujourd'hui, mais fatigué jusqu'à l'os. Le genre de fatigue qui vient de semaines d'inquiétude qui ont tourné à quelque chose de proche du désespoir. « Vous êtes ici depuis 40 minutes, dit-il. « Oui. »« Vous me dites que vous en savez plus que le docteur Harry? »« Je vous dis que le docteur s'est trompé, dit-elle. Vous pouvez choisir d'attendre et de voir s'il avait raison. Et vos chevaux continueront de tomber malades. Ou vous pouvez me laisser essayer. » Elle soutint son regard. « Je ne vous demande pas de croire en moi, monsieur Twitter. Je vous demande de donner une chance à vos chevaux. »
La pause qui suivit dura assez longtemps pour que Chester pose doucement le morceau de harnais qu'il tenait. Silas se tourna vers Chester. Va en ville. Prends tout ce qu'elle a dit. Tout. Il se retourna vers Polly. De quoi d'autre avez-vous besoin? Montrez-moi où vous gardez vos barils d'eau, dit-elle, et clôturez ce pâturage nord avant le coucher du soleil. C'est fait, dit-il. Elle était déjà en mouvement. Cette nuit-là, Silas s'assit sur les marches du porche. Le ciel changeait de couleur derrière les collines, et il écoutait les bruits venant de l'étable. La voix basse de Polly parlant aux chevaux dans ce même murmure rythmé qu'elle avait utilisé en entrant, le bruit occasionnel de l'eau, le mouvement mesuré de quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle faisait et le faisait sans se presser. Chester vint s'asseoir à côté de lui. Aucun d'eux ne parla pendant un moment. Finalement, Chester dit « Elle sait de quoi elle parle. » « Je ne sais pas, dit Silas. Elle a l'air de savoir. » « Oui, elle en a l'air. » Chester se gratta la nuque. « Elle n'est pas ce à quoi je m'attendais. » « Non. »« À quoi vous attendiez-vous? » Silas resta silencieux un moment. « Quelqu'un de plus petit, dit-il finalement. Chester le regarda. « Je veux dire, en termes de... » « Je sais ce que vous voulez dire. » Silas se pencha en avant, posa ses bras sur ses genoux et regarda l'étable. « Elle n'est ce à quoi je m'attendais dans aucune direction, Chester. Laissons-en là. » Chester hocha lentement la tête. « Ça va aller pour vous avec ça? Elle est peut-être en train de sauver mes chevaux. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Silas ne répondit pas. De l'intérieur de l'étable, la voix de Polly s'éleva légèrement, pas alarmée, juste emphatique, disant quelque chose à Ranger qui ressemblait à un encouragement, à un argument, à la voix de quelqu'un qui était tout à fait prêt à gagner. Ranger répondit par un son, bas et rauque, puis il y eut le silence, puis le rythme doux de ses mouvements à nouveau. « Ça va aller, » dit Silas. Il n'avait pas l'air d'en être entièrement sûr. Chester se leva et épousseta son chapeau. « Je commencerai la clôture dans le pâturage nord au lever du soleil. »« Fais-le ce soir, » dit Silas, avant qu'il ne puisse retourner assez tôt. Chester le regarda. « Il fera nuit dans 1 heure. Alors tu ferais mieux de commencer maintenant. » Chester soupira et mit son chapeau. « Oui, monsieur. » Il fit une pause. « C'est une dure travailleuse. » Silas regarda l'étable. « Oui, dit-il, elle l'est. » Il resta assis là jusqu'à ce que les étoiles apparaissent. Puis il rentra et ne dormit pas. Et quelque part dans le noir, il entendit Polly Wright bouger encore dans son étable, parler encore à ses chevaux, refusant encore d'abandonner des choses que la plupart des gens avaient déjà considérées comme perdues. Et quelque chose dans sa poitrine qui était serrée depuis 3 semaines, tendu et froid comme un poing, se desserra légèrement, juste assez pour le laisser respirer. Le lendemain matin, Chester se présenta à la porte de la cuisine avant l'aube. Il tenait son chapeau à la main. Son visage affichait une expression que Silas ne lui avait jamais vue. Silas était à table avec un café qu'il n'avait pas encore goûté, fixant le vide. « Vous feriez mieux de venir, » dit Chester. « Qu'est-ce qui s'est passé? »« Venez, c'est tout. » L'étable était grise dans la lumière d'avant l'aube, l'air calme et frais, comme il ne l'est que pendant 7 heures avant le retour de la chaleur. Silas suivit Chester jusqu'à la stalle de Ranger. Polly était là. Elle était assise sur un seau renversé juste à l'extérieur de la stalle, son bonnet enlevé, ses cheveux défaits et emmêlés, sa robe froissée par une nuit entière de veille. Sa tête était appuyée contre le mur de la stalle. Ses yeux étaient ouverts, observant Ranger. Ranger était debout, pas dans la posture désespérée, les jambes écartées de la veille. Il se tenait normalement, son poids bien réparti, la tête à une hauteur naturelle. Sa respiration était régulière. Ses yeux étaient clairs. Il avait mangé quelque chose. Il y en avait la preuve dans le seau à ses pieds. Il n'était pas guéri. Silas en savait assez pour le savoir. Mais il était debout et ses yeux étaient clairs. Et hier, ces choses n'étaient pas vraies. Polly leva les yeux quand Silas entra. Elle avait l'air épuisée, de cette manière complète qui vient quand on fait quelque chose d'exigeant physiquement et mentalement sans s'arrêter. Mais ses yeux étaient stables. « Il s'est retourné il y a environ 2 heures, dit-elle. Il a pris l'eau que je lui ai offerte et l'a gardée. C'était de la clé, de faire garder l'eau. » Silas se tint à la porte de la stalle et regarda Ranger longuement. « Vous êtes resté ici toute la nuit, dit-il. »« Oui. Je ne vous ai pas demandé de faire ça. »
Non, dit-elle, vous ne l'avez pas faite. Il se tourna pour la regarder. Elle le regarda en retour avec la franchise directe et sans phare de quelqu'un qui est trop fatigué pour gérer son expression et s'en moque un peu. Pourquoi? Dit-il. Elle considéra la question comme si elle méritait d'être considérée. Parce qu'il avait besoin que quelqu'un reste, dit-elle. Et parce que j'étais là. Elle se leva lentement du seau, se stabilisant d'une main sur le mur. Elle était assise depuis des heures et ses jambes le montraient. Je vais avoir besoin d'un petit déjeuner avant de faire quoi que ce soit d'autre. Et ensuite, j'aimerais vérifier à nouveau les trois autres. La jument achetée. Je veux la surveiller aujourd'hui. Je vais préparer le petit déjeuner, dit Silas. Elle le regarda avec une légère surprise, comme si c'était la dernière chose qu'elle s'attendait à ce qu'il dise. Vous savez cuisiner, dit-elle. Je cuisine pour moi-même depuis 4 ans, dit-il. Ne vous attendez pas à quelque chose de raffiné. Je ne m'attends jamais à quelque chose de raffiné, dit-elle. Le se raffiner est un luxe. Le chaud suffit. Elle ramassa sa sacoche du sol et sortit de l'étable dans la lumière grise du matin, se déplaçant avec une économie délibérée de quelqu'un qui est épuisé et refuse de le montrer. Silas la regarda partir. Chester apparut à son coude. Eh bien, dit Chester. Pas un mot, dit Silas. Je n'allais pas dire un seul mot, dit Chester. Silas regarda Ranger une dernière fois, ses yeux clairs, sa respiration régulière, et la preuve d'un long travail patient de toute une nuit. Et puis il alla préparer le petit déjeuner pour la femme qui avait passé sa première nuit dans sa maison à sauver la chose qu'il était le plus près de perdre. Il ne savait pas quoi faire d'elle. Il commençait à penser que c'était peut-être le problème le plus intéressant qu'il ait eu depuis des années. Le petit déjeuner était composé d'œufs, de porc salé et d'un café si fort qu'il pouvait tenir debout tout seul. Et Polly en mangea chaque bouchée sans se plaindre et demanda plus de café, ce qui surprit assez Silas pour qu'il le lui verse sans rien dire. Ils étaient assis l'un en face de l'autre à la table de la cuisine, dans le silence particulier de deux étrangers qui avaient déjà traversé quelque chose ensemble et ne savaient pas comment l'appeler. La lumière du matin entrait par la fenêtre fissurée, celle avec le patch en papier, et Silas la regarda et se nota mentalement pour la 4e fois cette semaine de la réparer. « Vous devriez dormir un peu, dit-il. Je dormirai quand la jument achetée se stabilisera. » Polly posa sa tasse. « Comment s'appelle-t-elle? » »« Je n'ai pas nommé les juments. » Elle le regarda. « Vous avez nommé les talons. »« Ranger est un cheval de trait, c'est différent. Ce sont tous des chevaux de trait. » Elle croisa les mains sur la table. « Un cheval sans nom est un cheval que vous avez déjà décidé de pouvoir perdre. Vous devez lui donner un nom. » Il la fixa. « Ce n'est pas comme ça que ça marche. »« C'est exactement comme ça que ça marche, dit-elle. Un homme se bat plus fort pour quelque chose qu'il a nommé. Vous savez que c'est vrai. » Il ne répondit pas, ce qui était une réponse en soi. « Appelez-la May, dit Polly. Elle a un regard doux. May lui va bien. »« Je n'appellerai pas ma jument May. »« Alors appelez-la autrement. Mais appelez-la. » Chester apparut à l'entrée de la cuisine, son chapeau déjà sur la tête, un morceau de porc salé à la main qu'il avait clairement pris dans la poêle sans permission. « May est un joli nom, dit-il pour aider. »« Personne ne t'a rien demandé, dit Silas. Je donnais juste mon avis. Garde-le. » Chester mâcha son porc volé et regarda entre eux avec l'expression satisfaite d'un homme qui observe quelque chose d'intéressant se produire à une distance de sécurité. « Comment va Ranger ce matin, mademoiselle Polly? »« Mieux qu'hier, dit-elle. Pas encore tiré d'affaire. Je veux lui donner une autre dose à midi et vérifier sa température 2 fois aujourd'hui. Si la fièvre continue de baisser d'ici ce soir, il pourrait s'en sortir. » Chester hocha la tête sérieusement. « Et les autres? » Mais elle jeta un coup d'œil à Silas et un coin de sa bouche bougea très légèrement. Et les 2 juments baies répondent bien. Le charbon a aidé. Je veux continuer le chardon-marie toute la semaine. Je retournerai en ville en chercher plus si on en a besoin, dit Chester. On en aura besoin. Silas se recula de la table. Je dois vérifier la clôture du pâturage sud. Chester, quand tu auras fini de te servir dans mon petit déjeuner, il y a 3 poteaux du côté est qui ont besoin d'être réajustés. Il prit son chapeau, s'arrêta à la porte, se retourna vers Polly sans la regarder directement. La chambre à côté de la cuisine est la vôtre. Le lit est propre. Quand vous serez prête à dormir, utilisez-la. Polly le regarda fixement.
Merci, Monsieur Drifter. Silas, dit-il. Il ne savait pas pourquoi il avait dit ça. Il sortit. La clôture sud avait des problèmes plus graves que 3 poteaux desserrés. Elle avait 7 sections de fil si corrodées qu'elles étaient sur le point de rompre. 2 poteaux rongés à la base par la même pourriture sèche qui rongeait ce ranch depuis 3 ans. Et un trou dans le coin sud-est assez grand pour que du bétail puisse passer. Ou plutôt, assez grand pour que les 3 dernières bêtes de Silas l'aient en fait franchi pendant la nuit. Elle se trouvait maintenant sur la propriété des Calloway, à 200 mètres de là, l'air pas du tout dérangé. Silas se tint devant le trou, les mains sur les hanches, pendant un long moment. Puis il dit un mot qu'il n'aurait pas dit en compagnie présente. Puis il alla chercher le bétail. La propriété des Calloway appartenait techniquement à Frank Calloway, qui était le voisin de Silas depuis 11 ans, et son problème pendant la plupart de ces années. Frank était le genre d'homme qui se souvenait de chaque tort qui lui avait été fait avec la précision de quelqu'un tenant un registre, et qui, discrètement et méthodiquement, se positionnait pour racheter les terres des Drifters depuis 2 ans. Il attendait que Silas échoue complètement pour pouvoir lui offrir un prix dérisoire et appeler ça de la charité. Silas traversait le champ sud de Calloway avec le bétail quand il entendit le bruit des sabots. Frank Calloway était un homme grand, plus grand que Silas, plus large. Il avait l'assurance physique de quelqu'un qui n'a jamais eu à se soucier de savoir si l'année suivante serait meilleure que la précédente. Il arrêta son cheval à 6 mètres de là et resta assis, regardant Silas de haut. Comme un homme regarde quelque chose qu'il décide de ramasser ou de piétiner. Drifter, dit-il. Calloway. Silas continua de faire avancer le bétail. La clôture a cédé. Je les récupère. Je vois ça. Frank ne bougea pas. J'ai entendu dire que tu avais des bêtes malades dans ton troupeau. Mes chevaux, on s'en occupe. J'ai entendu dire que tu t'étais procuré une femme par correspondance. Silas s'arrêta de marcher. Il se tourna pour regarder Frank. Ce sont mes affaires. Frank pencha la tête lentement et délibérément. La cousine de ma femme, elle était sur ce quai hier. Elle a dit qu'elle était... Eh bien... Il fit une pause avec le timing calculé d'un homme qui sait exactement ce qu'il fait. Elle a dit que c'était une femme imposante. C'est ma femme, dit Silas, le mot sorti avant qu'il ne l'examine. Femme, pas fiancée. Pas la femme de l'Ohio, femme. Et Frank le remarqua, et Silas vit qu'il l'avait remarqué. Pas encore, dit Frank. Pas tant que tu n'auras pas vu le pasteur. Sors de mon chemin, Frank. Je fais juste la conversation. Frank le regarda ramener le bétail vers le trou. Tu as besoin d'argent, Silas. Tu sais où venir. Mon offre tient toujours. Une bonne offre. Généreuse même. Généreuse, considérant quoi? Considérant ce que cette terre vaudra si ses chevaux continuent de mourir. Il laissa cela en suspens un moment. 7 étangs sur ton pâturage nord, ça fait 2 étés qu'il se dégrade. Je t'ai dit de le clôturer en juillet dernier. Tu te souviens de ça? Silas devint très immobile. Je me souviens, dit-il. Bon. Dommage, dit Frank. Dommage qu'un homme n'écoute pas quand on lui donne de bons conseils. Il tourna son cheval. Tu sais où me trouver. Il s'éloigna à cheval sans se retourner. Et Silas resta là, avec 3 bêtes et une mâchoire si serrée qu'elle lui faisait mal. Et il pensa à Polly, assise dans cette étable toute la nuit. Et il pensa à Ranger, debout ce matin, la tête à une hauteur naturelle. Et il pensa à Frank Calloway, regardant sa terre comme un vautour regarde quelque chose qui n'est pas encore mort, mais qui y arrive. Il ramena le bétail à la maison, répara la clôture, et ne s'autorisa pas à penser à ce que tout cela signifiait avant que le travail ne soit terminé. Car le travail était la seule chose qui empêchait certaines pensées de devenir insupportables. Elle n'était pas dans la maison quand il revint. Elle était de nouveau dans l'étable, mais cette fois, Chester y était aussi. Mais il parlait, pas à voix basse comme des gens qui font attention, mais normalement, de manière conversationnelle, comme des gens qui ont oublié d'être des étrangers. Silas s'arrêta juste à l'extérieur de la porte de l'étable et écouta. Il n'était pas fier de cela. Il le fit quand même. Ma grand-mère avait un dicton, disait Polly. Elle disait, Dieu donne à chaque créature sur terre exactement autant d'épreuves qu'elle peut en supporter. L'astuce, c'est de savoir quelle épreuve est la vôtre et laquelle n'est que de passage. Chester rit, un vrai rire, pas un rire poli. C'est un bon dicton. C'était une femme bien.
Elle a élevé 12 enfants et une ferme équestre et a quand même trouvé le temps de tout noter dans un journal. Une pause. J'ai ce journal dans ma sacoche. C'est la chose la plus précieuse que je possède. C'est comme ça que vous avez appris tout ça, les remèdes et tout. Elle et 30 ans de pratique, dit Polly. J'ai travaillé dans une ferme équestre dans le Kentucky pendant 8 ans. Après la mort de mon père, j'avais besoin de travail. Il s'est avéré que j'étais doué pour ça. Pourquoi avez-vous arrêté? Une pause plus longue cette fois. L'homme qui possédait la ferme voulait m'épouser, dit-elle. Quand je l'ai refusé, il m'a renvoyé. Chester fit un bruit. Ce n'est pas juste. Non, dit Polly simplement. Ce n'était pas juste. Mais c'est fait. Silas recula de la porte. Il sentit soudain qu'il n'était pas censé avoir entendu cela. Il resta dans la cour un moment avec ce sentiment. Pas de l'embarras, exactement, mais quelque chose de proche. Quelque chose qui avait à voir avec le fait de recevoir une information que l'on n'avait pas méritée. Il s'éloigna. Il revint 5 minutes plus tard en faisant assez de bruit pour que quiconque à l'intérieur l'entende arriver. Au moment où il entra, Chester vérifiait les juments baies et Polly était accroupie près de la stalle de May, la main sur le cou de la jument, les yeux calmes et concentrés. « Comment va-t-elle? » demanda Silas. Polly leva les yeux. Mieux, nettement mieux. Elle se leva, se stabilisant d'une main sur la barrière de la stalle. Elle était réveillée depuis plus de 30 heures maintenant, et cela se voyait à la posture de ses épaules et à la légère lourdeur autour de ses yeux. « Je pense qu'elle va s'en sortir. »« Bien, dit Silas. La température de Ranger a baissé d'un autre degré. »« Bien. » Silas. Elle se tourna pour lui faire face. Elle était la seule personne, réalisa-t-il, qui prononçait son nom comme si c'était juste un nom. Pas une déclaration, pas une négociation, juste le mot qui l'identifiait. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Quelque chose s'est passé. Il la regarda un moment. Puis il lui raconta l'histoire de Frank Calloway, l'offre, les mots sur l'étang, la façon dont il était assis sur ce cheval comme un homme qui était à l'aise d'attendre. Polly écouta tout sans l'interrompre. Quand il eut fini, elle resta silencieuse un moment. « Il était au courant pour l'étang, dit-elle. Il a prétendu m'en avoir averti. L'a-t-il fait? » La mâchoire de Silas se crispa. Il l'a mentionné une fois l'été dernier, en passant. J'ai considéré ça comme une autre façon de me faire sentir que j'échouais. Mais il avait raison. Il avait raison, dit Silas. Les mots lui coûtaient en quelque chose. Polly resta silencieuse un autre moment. Puis elle dit, « Est-ce qu'il veut votre terre? » « Il veut tout ce qu'il ne peut pas avoir, dit Silas. C'est la seule chose qu'il ait jamais voulu. Et si vous perdez les chevaux, alors je perds le ranch, dit Silas. Je ne peux pas gérer cet endroit sans chevaux de trait. Calloway le sait. Il le sait depuis 2 ans. Il a été patient, comme un joueur de cartes est patient, attendant juste le bon moment pour montrer sa main. May bougea dans sa stalle et Polly posa une main sur elle automatiquement, stable et sûre, et May se calma. Silas regarda cela, la nature automatique du geste, la facilité, et sentit quelque chose bouger en lui qu'il n'aurait pas pu nommer précisément. « Alors nous avons sauvé les chevaux, dit Polly. Elle le dit comme si c'était simple, comme si c'était décidé. Ce n'est pas si... Silas, elle croisa son regard. Vous avez 6 chevaux qui vont se rétablir. Vous avez Ranger qui a une chance de se battre. Vous avez un ranch qui est toujours debout. Elle soutint son regard. Ne donnez pas à Calloway la satisfaction d'abandonner avant d'y être obligé. Il la fixa. Vous êtes ici depuis un jour. J'en suis consciente. Vous ne savez rien de cette situation. Je connais un homme qui attend que vous échouiez, dit-elle, et je sais que vous n'avez pas encore échoué. C'est suffisant pour commencer. Chester, de quelque part derrière une jument baie, dit doucement, « Elle n'a pas tort, patron. » Silas se tourna vers lui. Chester devint très intéressé par le flanc gauche du cheval. Les ennuis sont arrivés au dîner. Ils sont venus de la ville, et leur nom était Ruth Howley. C'était la femme de Dr. Howley, celui qui avait dit à Silas que ses chevaux avaient la fièvre d'été. Elle arriva dans un buggy à 6 heures du soir avec un plat couvert sur ses genoux et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Et elle frappa à la porte de la maison du ranch avec l'énergie particulière d'une femme qui accomplit une gentillesse tout en menant une reconnaissance. Silas ouvrit la porte. Ruth regarda immédiatement au-delà de lui, scrutant l'intérieur de la maison avec une rapidité et une minutie que la plupart des gens essayent de rendre moins évidentes. « Silas, dit-elle chaleureusement,
J'ai entendu dire que vous aviez reçu votre invité. Je voulais passer pour l'accueillir comme il se doit. Polly apparut de la cuisine. Elle s'était lavée et avait mis une robe propre, vert foncé, plus simple que la bleue, et elle avait relevé ses cheveux. Et elle avait l'air, pensa Silas, d'une femme qui avait dormi 2 heures sur les 35 dernières et qui prétendait en avoir dormi 8. Elle portait cela avec une dignité qui le fit se sentir obscurément coupable. Madame Halley, dit-elle en s'avançant et en tendant la main, Polly Wright, c'est aimable à vous de passer. Ruth lui serra la main et la dévisagea de la manière exhaustive que certaines femmes peuvent faire tout en maintenant une expression parfaitement agréable. Quel voyage vous avez dû faire, dit-elle, depuis l'Ohio. C'était long, acquiesça Polly. Voulez-vous entrer un instant? Ruth entra et posa le plat couvert sur la table avec une petite fioriture. J'ai apporté une tourte au poulet. J'ai imaginé que vous n'auriez pas eu beaucoup de temps pour vous installer et cuisiner. C'est très attentionné, dit Polly. Comment trouvez-vous tout ici? Demanda Ruth, toujours avec ce sourire chaleureux. Ses yeux se déplaçaient dans la pièce en éclairs rapides et cataloguant. Le papier dans la fenêtre, les chaises dépareillées, la sacoche de Polly par terre près de la cuisine. C'est un bon endroit, dit Polly, de bonne base. Il a eu quelques difficultés, dit Ruth. Nous avons tous été très inquiètes pour Silas, surtout pour les chevaux. Mon mari est venu, bien sûr, il a fait tout ce qu'il a pu. Je suis sûr qu'il a fait de son mieux, dit Polly. Il a dit que c'était de la fièvre d'été. Une chose terrible, si difficile à traiter. Ruth pencha la tête. Mais j'ai entendu quelque chose d'intéressant aujourd'hui en ville. J'ai entendu dire que vous étiez dans l'étable toute la nuit à les soigner vous-même. C'est exact, dit Polly. Comme c'est remarquable. Le sourire s'aiguisa d'une fraction. Quel genre de traitement avez-vous utilisé? Du charbon, du chardon-marie, de l'air propre et du thym. Polly garda sa voix facile. Et j'ai clôturé le pâturage nord. L'étang était devenu stagnant. Il les empoisonnait. Le silence qui suivit fut bref mais précis. L'étang, dit Ruth. Oui, dit Polly. Pas la fièvre d'été, une toxicité due aux algues. Traitable si on s'y prend à temps. Ruth regarda Silas. Silas la regarda en retour avec une expression qui ne trahissait rien. Eh bien, dit Ruth, quelle chance que vous soyez arrivé quand vous l'avez fait. Son ton était agréable. Ses yeux ne l'étaient pas. Et vous avez appris cela où, exactement? Vous êtes de l'Ohio? La ferme de ma grand-mère dans le Kentucky, dit Polly, et 8 ans de travail avec des chevaux par la suite. Ruth reprit le plat qu'elle avait posé et le tendit à Silas. Eh bien, j'espère que le traitement fonctionnera. Ce serait dommage que vous soyez venu de si loin et que les choses ne s'arrangent toujours pas. Elle sourit directement à Polly. Pour les chevaux, je veux dire. Les chevaux vont s'en sortir, dit Polly. Elle le dit doucement. Elle le dit sans chaleur. Elle le dit de la manière dont les gens énoncent des faits, pas des arguments. Et cela resta en suspens dans l'air de cette cuisine comme une promesse. Ruth partit 10 minutes plus tard, et le son de son buggy sur la route s'estompa dans l'air du soir. Chester apparut du couloir où il avait absolument été en train d'écouter et dit « Je n'aime pas cette vintage. »« Chester ?» dit Silas. « Je dis juste. » Polly était debout à la fenêtre, regardant le vide, ses mains calmes à ses côtés. Silas l'observa un moment. « C'est la femme du docteur, dit-il. Elle protège sa réputation. »« Je sais ce qu'elle est, » dit Polly. Elle se détourna de la fenêtre. « Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que les chevaux se rétablissent. » Elle se dirigea vers la cuisine. « Je vais manger quelque chose et ensuite aller voir Ranger. Reste-t-il quelque chose de ce matin? » « Je vais préparer quelque chose, » dit Silas. Elle fit une pause, le regarda avec ce regard franc et mesuré qu'elle avait. « Vous n'êtes pas obligé de continuer à faire ça. Vous êtes réveillé depuis presque 2 jours et vous êtes sur le point de retourner dans cette étable, dit-il. Le moins que je puisse faire, c'est de vous nourrir d'abord. » Quelque chose traversa son visage. Pas tout à fait de la surprise, pas tout à fait de la gratitude, mais quelque chose qui ressemblait à ces 2 choses, partageant brièvement le même espace. « Merci, dit-elle. »« Ne me remerciez pas encore, dit-il. Ce ne seront peut-être que des œufs à nouveau. » Et pour la première fois depuis qu'elle était descendue de ce train, elle rit. C'était un vrai rire. Pas poli, pas joué, mais réel. Le son de quelqu'un qui est sincèrement
impuissamment amusé par quelque chose de petit au milieu d'une journée très difficile. Cela ne dura qu'une seconde, mais Silas le sentit atterrir quelque part dans la région de son sternum, avec le poids doux et surprenant de quelque chose d'important. Il se tourna vers la cuisinière avant qu'elle ne puisse voir ce que son visage faisait. Chester, toujours à l'entrée, pinça les lèvres, hocha la tête une fois pour lui-même et disparut avant que quiconque puisse l'accuser de quoi que ce soit. Ranger survécut à la deuxième nuit. Le matin, il buvait seul et à midi, il avait mangé. Pas beaucoup, mais quelque chose. Et Polly se tenait à l'extérieur de sa stalle et le regardait, les bras croisés, son expression faisant cette chose contrôlée et prudente qu'elle faisait quand elle essayait de ne pas montrer à quel point quelque chose comptait pour elle. Silas vint se tenir à côté d'elle. Il ne dit rien pendant un moment. « Vous aviez raison, dit-il finalement. À propos de l'étang. Je sais. Et à propos de leur donner un nom. » Il regardait May, qui se tenait maintenant la tête haute, les yeux clairs et intéressés. « May est un bon nom. » Polly lui jeta un coup d'œil. « Il lui va bien. » « Oui. » Il fit une pause. « Je vais devoir tester les autres sources d'eau. Si l'étang nord s'est dégradé, il pourrait y en avoir d'autres. »« C'est possible, dit-elle. Je peux vous montrer quoi chercher. » Il hocha lentement de la tête, puis il dit « Je suis allé dans le champ sud de Callaway hier pour récupérer le bétail. » Il fit une pause. Il en sait beaucoup sur ce ranch, plus qu'un voisin ne le devrait. Polly se tourna pour le regarder pleinement. Quelque chose s'était aiguisé dans son expression, une question qui n'en était pas une auparavant. « Que voulez-vous dire par là? » dit-elle. Silas la regarda. Cet étang sur le pâturage nord, il ne s'est pas dégradé tout seul. Les étangs ne deviennent pas stagnants aussi vite. Pas avec la nappe phréatique que nous avons. Il garda sa voix égale, mais cela lui coûta quelque chose. Quelque chose a accéléré le processus. L'étable devint très silencieuse. « Silas, dit Polly prudemment, êtes-vous en train de dire? » « Je dis que je ne sais pas, dit-il. Je dis qu'un homme qui essaie d'acheter ma terre depuis 2 ans m'a dit qu'il m'avait averti à propos de cet étang l'été dernier, et que mes chevaux ont commencé à mourir il y a 3 semaines. Et j'aimerais savoir si ces choses sont liées avant de porter des accusations. » Sa mâchoire était serrée. « Mais je surveille maintenant, et je veux que vous surveilliez aussi. » Elle le regarda longuement. Dans la stalle derrière elle, Ranger bougea et souffla par le nez. « Stable, vivant, survivant. »« D'accord, dit-elle doucement. Je surveillerai. » Ce qu'aucun d'eux ne dit, ce qu'ils comprirent tous les deux, debout dans cette étable avec la chaleur de l'été pressant de toutes parts et les chevaux commençant lentement, obstinément à se rétablir, c'est que le vrai combat n'avait pas encore commencé. Ce qui allait arriver serait plus difficile qu'un étang empoisonné et un cheval malade, et un voisin aux yeux patients et à l'offre permanente. Ce qui allait arriver allait leur demander à tous les deux quelque chose qu'aucun d'eux n'était sûr d'avoir encore à donner. May Ranger était debout, May mangeait, et Polly Wright était toujours là. Pour l'instant, c'était suffisant. La preuve arriva un jeudi, et elle vint de la personne la moins probable à laquelle Silas se serait attendu. Chester était allé en ville ce matin-là pour plus de chardon-marie et une nouvelle longueur de fil de clôture. Il revint 2 heures plus tard sans le fil, sans le chardon-marie, et sans aucune de ses manières faciles habituelles. Il attacha son cheval au poteau et entra dans l'étable où Silas et Polly vérifiaient les juments baies. Il se tint à l'entrée, son chapeau à la main, avec l'air d'un homme qui avait appris quelque chose qu'il aurait préféré ne pas savoir. « Parle, dit Silas. » Chester regarda Polly, puis de nouveau Silas. « C'est à propos de l'étang. » Polly posa le chiffon qu'elle utilisait et se retourna complètement. « Pete Garner, au magasin d'aliments, dit Chester. Il me l'a dit, et il me l'a dit parce qu'il se sentait mal, pas parce qu'il cherchait à causer des ennuis. Je veux que ce soit clair. Il m'a dit qu'il y a environ 8 semaines, Frank Callaway lui a acheté 3 sacs de sulfate de cuivre, de gros sacs, du genre qu'on utiliserait pour traiter une grande source d'eau. Il fit une pause, ou pour en empoisonner une. L'étable devint absolument silencieuse. Silas ne bougea pas, ne parla pas. Ses mains tombèrent le long de son corps et il resta là. Et Polly regarda les muscles de sa mâchoire travailler sur quelque chose qui était au-delà de la colère. La colère était bruyante et rapide, et ce qui traversait Silas en ce moment était lent, profond et brûlant, comme le sol se fissurant par en dessous. « Pete a dit autre chose? » dit Silas.
Sa voix était égale. C'était presque pire que si elle ne l'avait pas été. Il a dit que Calloway lui avait dit que c'était pour son propre étang. Un problème d'algues. Chester retourna son chapeau dans ses mains. Mais Pete connaît Calloway depuis 20 ans. Et l'étang sod de Calloway a été propre chaque été dont Pete peut se souvenir. Pete a dit qu'il n'y avait pas beaucoup pensé à l'époque. Il a dit que maintenant, il y pense beaucoup. Sulfate de cuivre, dit Polly doucement. Ça ferait de l'affaire. Déversé en quantité suffisante dans un étang stagnant, ça accélère la prolifération d'algues du type toxique. Il faut environ 6 semaines pour atteindre une concentration létale pour les chevaux. Elle regarda Silas. 6 semaines à partir du moment où Calloway l'a acheté, ça nous amène pile au moment où vos chevaux ont commencé à tomber malades. Silas se tourna et sortit de l'étable. Chester et Polly se regardèrent. « Vas-y, » dit Polly. Chester y alla. Elle les suivit tous les deux dans la cour et trouva Silas debout près de la clôture, les deux mains agrippant le poteau supérieur si fort que ses jointures étaient devenues blanches. Chester était à côté de lui, ne disant rien, ce qui était le bon instinct. « Silas, » dit Polly. « Ne dis rien, dit-il. Je ne vais pas te dire de te calmer. »« Bien. Je vais te dire que si tu vas chez Calloway maintenant et que tu fais ce que tu penses faire, tu lui donneras exactement ce qu'il veut. » Elle vint se tenir de son autre côté. Un homme qui tire sur son voisin pour un différend de bétail perd sa terre au tribunal. Un homme qui peut prouver que son voisin a délibérément empoisonné son eau avec un produit acheté, avec un témoin au magasin d'aliments, cet homme a une affaire. Les mains de Silas ne se desserrèrent pas sur la clôture. La parole de Pete Garner contre celle de Calloway. Frank a plus d'argent et plus d'amis dans ce comté que je n'en aurai jamais. Peut-être, dit Polly, mais tu as les chevaux. Des chevaux malades, des symptômes documentés, et une femme qui peut témoigner de ce qui l'a causé exactement et quand exactement. Elle soutint son regard quand il se tourna pour la regarder. Je témoignerai, quoi que tu aies besoin. Quelque chose traversa le visage de Silas, brut et sans phare, d'une manière qu'elle n'avait pas encore vue chez lui. Il se retourna vers la clôture. « Tu es ici depuis 5 jours, dit-il. Et en 5 jours, tes chevaux sont passés de mourants à convalescents, dit-elle. Je dirais que ça me donne le droit d'avoir une opinion. » Chester fit un petit bruit qui aurait pu être un accord ou un rire réprimé. C'était difficile à dire avec Chester. Silas lâcha la clôture. Il se redressa. Il prit une longue inspiration par le nez et l'expira. « Je vais voir le shérif du comté, » dit-il. « Pas aujourd'hui. Quand je pourrais le dire quand je pourrais le dire comme un homme avec une affaire, et non comme un homme avec une rancune. » Il regarda Chester. « Ne dis pas un mot à qui que ce soit en ville à ce sujet. »« Je n'y penserai même pas, » dit Chester. Silas rentra. La porte ne claqua pas, ce qui signifiait qu'il se contrôlait. Et Polly pensa que ce contrôle lui-même lui coûtait quelque chose de considérable. Chester la regarda. « Il va s'en sortir. Il va être furieux pendant environ 3 jours, dit-elle. Et ensuite, il sera stratégique. C'est ce genre d'homme. » Chester hocha la tête. « Vous cernez les gens rapidement. »« J'ai dû apprendre, dit-elle, et elle retourna dans l'étable. May était complètement sur ses pieds le vendredi matin, mangeant normalement. Son tempérament était revenu, gratifiant Chester d'un coup de langue d'une offense personnelle intense lorsqu'il essaya d'ajuster son seau d'eau, ce que Chester rapporta comme une preuve de rétablissement complet. Les 2 juments baies suivaient de près. Ranger était plus lent, plus stable, plus prudent dans son amélioration, comme le sont toujours les cas les plus graves. Mais ses yeux étaient clairs depuis 4 jours maintenant, et les mains de Polly connaissaient la différence entre un animal qui se bat contre quelque chose et un animal qui tourne la page. Il tournait la page. Le problème, c'est que le samedi amena les femmes Caldwell au ranch, et les femmes Caldwell n'avaient jamais, de mémoire d'homme, apporté autre chose avec elles que des opinions. Elles étaient 3. Mabel, qui était la plus âgée et la plus brillante, et ses belles filles Claire, Clara et June, qui fonctionnaient comme une unité, à la manière des gens qui ont passé assez de temps ensemble pour se coordonner sans parler. Elles arrivèrent dans un chariot en milieu de matinée, avec une tarte et un gratin, et un niveau d'énergie sociale concentré que Polly reconnut immédiatement pour ce qu'il était. Elles étaient venues pour la voir. Silas ouvrit la porte, les vit, et se tourna brièvement pour trouver Polly,
qui se tenait à l'entrée de la cuisine avec un torchon et l'expression calme d'une femme qui avait déjà rencontré cette situation particulière. Tu n'es pas obligé de... commença-t-il. Fais-les entrer, Silas, dit-elle. Il les fit entrer. Mabel Caldwell était une petite femme avec une grande présence, ce que Polly trouvait être souvent la configuration. Elle serra la main de Polly avec l'efficacité vive de quelqu'un qui accomplit une tâche, la dévisagea en environ 2 secondes et fit un bruit au fond de sa gorge qui était entièrement non engagé. « L'Ohio, dit-elle, c'est loin. »« Oui, acquiesça Polly. Vous vous installez bien? »« Très bien, merci. J'ai entendu dire que vous étiez dans l'étable. » Les yeux de Mabel étaient vifs et rapides. « J'ai entendu dire que vous soignez les chevaux. J'ai quelques connaissances en la matière. »« Oui. »« Ah bon. » Mabel posa la tarte sur la table avec une précision qui communiquait qu'elle n'avait pas fini. « Quel genre de connaissances? »« La formation de ma grand-mère et 8 ans de travail dans des fermes équestres. » Mabel regarda Clara qui regarda June. Une communication eut lieu. Ruthie dit que vous avez contredit le diagnostic de son mari. Le docteur Halley a diagnostiqué la fièvre d'été, dit Polly en gardant sa voix égale. La cause réelle était une toxicité due aux algues d'une source d'eau contaminée. La distinction est importante car les traitements sont différents. Je ne voulais manquer de respect au docteur Halley. Les chevaux s'améliorent, demanda Clara, et sa voix, contrairement à celle de Mabel, était sincèrement curieuse plutôt que testante. Nettement, tous. Clara et June échangèrent un regard différent de celui que Mabel leur avait adressé. Celui-ci était plus léger, avec quelque chose qui aurait pu être du respect. Mabel resta silencieuse un moment, puis elle dit « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais. »« Les gens n'arrêtent pas de me le dire, » dit Polly. « Ça vous dérange? » ?»« Non, » dit Polly. « J'ai l'habitude de ne pas être ce que les gens attendent. » Mabel la regarda longuement avec ses yeux vifs, puis quelque chose sur son visage changea. Pas de la chaleur, exactement, mais de l'honnêteté, ce qui est parfois mieux que la chaleur. « Ruthie va vous rendre la vie difficile, » dit-elle sèchement. La réputation de son mari est importante pour elle, plus importante pour elle qu'elle ne l'est probablement pour lui. « Je le sais, » dit Polly. « Frank Calloway travaille pour obtenir la terre de Silas depuis 2 ans. Il n'aimera pas que les chevaux de Silas se rétablissent. Je le sais aussi. » Mabel hocha la tête une fois, puis elle prit de la tarte et la tendit à Polly. « Aux pommes, je l'ai faite hier. » Elle fit une pause. « Ma grand-mère élevait aussi des chevaux, des pur sang du Kentucky. Les meilleurs animaux que j'ai jamais vus. » Une autre pause. « Si jamais vous voulez parler à quelqu'un de tout ça, elle dit ces mots d'une manière qui signifiait tout, absolument tout, toute cette situation compliquée. « Venez me trouver. » Polly prit la tarte. « Merci, Madame Caldwell. »« Mabel, » dit-elle. Elle se retourna et se dirigea vers la porte. « Clara, June. » Elle la suivit. La visite entière avait duré 20 minutes. Silas apparut du couloir. Il avait été quelque part qui lui donnait un déni plausible quant à savoir s'il avait écouté et regarda Polly. « Comment ça s'est passé? » dit-il. « Mieux que prévu, » dit-elle. « Nous avons de la tarte maintenant. » L'orage est arrivé du sud le samedi soir, sans véritable avertissement, comme le font les pires orages. Silas était dans l'étable quand le ciel prit cette couleur gris verdâtre particulière qui signifiait un temps sérieux, et le vent changea de direction de cette manière soudaine et brusque qui lui hérissa tous les poils de la nuque. Il leva les yeux à travers l'ouverture de l'étable vers le ciel et sentit son estomac se nouer. « Chester !» cria-t-il. Chester apparut de la sellerie. Il regarda le ciel. « Oh, Seigneur! Mets les chevaux dans les stalles du fond! Tous! Maintenant! » Chester bougea, Silas bougea. Ils avaient déjà fait ça, connaissaient leur rythme, quels chevaux avaient besoin d'être amadoués et lesquels bougeaient d'eux-mêmes. Mais 3 des chevaux malades étaient encore fragiles, encore sensibles, et Ranger en particulier était nerveux à cause de la maladie d'une manière qu'il n'avait pas été auparavant. Et un cheval malade effrayé pouvait anéantir une semaine de rétablissement prudent en 60 secondes. Le tonnerre frappa avant qu'il n'ait rentré May. Elle se mit de travers dans sa stalle, pas violemment, mais paniquée. Cette panique aux yeux exorbités qui était de son propre genre de danger.
Et Silas attrapa son licol et tint bon, parlant bas et vite, essayant de faire avec sa voix ce que la voix de Polly faisait si naturellement, et sentant l'inadéquation de son effort. Bouge! Polly était à côté de lui. Elle était apparue de la direction de la maison, boutonnant encore le bouton supérieur de sa robe, ses cheveux défaits, une botte délacée. Elle se plaça directement à la tête de May sans hésiter, prit le visage de la jument dans ses deux mains et commença à parler. Le cheval se calma, pas immédiatement. Il fallut 45 secondes, peut-être une minute, pendant que le vent frappait contre les murs de l'étable et que le tonnerre se rapprochait. Mais les yeux de May cessèrent de rouler et sa respiration ralentit, et elle baissa la tête dans les mains de Polly, comme elle l'avait fait chaque jour cette semaine. Comme si ses mains étaient la seule chose fiable qu'elle ait trouvée dans un monde qui ne cessait de changer. Silas lâcha le licol, recula. Polly conduisit May dans la stalle du fond sans un autre mot. Puis la pluie frappa. Elle frappa fort. Le genre de pluie que Silas n'avait vu que 3 ou 4 fois dans sa vie. Le genre qui ne tombait pas tant qu'elle ne s'abattait, parfois à l'horizontale, avec une force qui signifiait des inondations si elle continuait assez longtemps. Et le ruisseau coulait déjà bas et mal, à cause de la chaleur de l'été. Chester rentra les 2 derniers chevaux et ferma les portes de l'étable aussi bien qu'il le put. Le vent avait son mot à dire à ce sujet. « Chester, la porte de la réserve de nourriture. Le loquet est lâche, elle va s'ouvrir. »« J'y vais. » Chester disparut. Polly allait de stall en stall, vérifiant chaque cheval. Main rapide, voix stable, évaluant les dégâts de la peur. Silas la suivit, observant, lui tendant des choses quand elle les cherchait, apprenant le rythme de son travail en situation de crise. Elle arriva à Ranger en dernier et elle s'arrêta. Silas sut, par la qualité particulière de son immobilité, que quelque chose n'allait pas avant même de regarder dans la stalle. Ranger était à terre, pas paniqué, pas en train de se débattre. Il était couché sur le côté, sa respiration rapide et superficielle, comme il ne l'avait pas été depuis 4 jours. Et ses yeux avaient de nouveau ce regard enfoncé que Polly avait décrit la première nuit. Le regard qui signifiait que quelque chose avait régressé. L'orage l'a effrayé, dit Polly. Sa voix était contrôlée, très contrôlée. Le stress l'a fait rechuter. Elle était déjà dans la stalle, déjà à ses côtés, ses mains se déplaçant sur lui. Ça n'arrive avec cette toxicité. La guérison n'est pas linéaire. « De quoi as-tu besoin ?» dit Silas. « Le charbon, toute le pot et de l'eau chaude. Aussi chaude que tu peux l'avoir de la maison. » Elle leva les yeux vers lui et ses yeux étaient instables. Mais il pouvait voir ce qu'il y avait derrière. La concentration féroce et urgente de quelqu'un qui refusait de perdre quelque chose. « Vite, Silas. » Il courut. Il courut sous la pluie, qui le trempa jusqu'aux os en environ 15 secondes, et il revint avec le charbon et une casserole d'eau aussi chaude qu'il avait pu l'obtenir de la cuisinière. Il ne l'avait pas laissé refroidir de toute la semaine. Et il revint dans l'étable, dégoulinant et essoufflé. Et Ranger était toujours à terre, et Polly était toujours là. Et elle lui prit le charbon et se mit au travail. Chester vint se tenir à l'entrée de la stalle. Il ne parla pas. Ils occupèrent tous les 3 cette étable pendant que l'orage dévastait tout à l'extérieur. Et Polly travaillait, et Silas tenait la lanterne là où elle en avait besoin, et personne ne dit à voix haute ce qu'ils pensaient tous, à savoir « On pourrait le perdre après tout ». 1 heure passa, peut-être plus. Silas perdit la notion du temps de la manière particulière qui se produit quand on est entièrement concentré sur une seule chose. Ses vêtements mouillés séchèrent et les devinrent raides sur sa peau. La pluie continuait de tomber. Polly ne cessa de bouger. Et puis Ranger leva la tête. Juste ça, il leva la tête et la maintint en l'air et regarda Polly avec ses oreilles à un angle légèrement meilleur qu'auparavant. Chester fit un bruit. Polly se rassit sur ses talons et posa une main à plat sur le cou de Ranger et la maintint là, sentant son pouls, et la posture de ses épaules changea. Une énorme tension s'en échappant d'un coup. Une chose qu'elle avait retenue pendant 1 heure se relâchant. « Il est toujours avec nous, dit-elle. » Sa voix était rauque. « Il se bat encore. » Silas s'accroupit à côté d'elle. Pas à côté du cheval, à côté d'elle. Et il ne pensait pas à ce que cela donnerait, ni à ce que cela signifiait, ni à ce que Chester en dirait après. Il s'accroupit simplement là, dans la paille, et il dit « Tu ne l'as pas abandonné. » Elle ne le regarda pas.
Elle regardait Ranger. Je n'abandonne pas les choses, dit-elle. C'est un de mes défauts. Ce n'est pas un défaut, dit-il. Elle se tourna pour le regarder alors, fatiguée au-delà de la fatigue, ses cheveux défaits et emmêlés, son visage rougi par la chaleur et l'effort de la dernière heure, ses mains toujours sur le cheval qui, d'une manière ou d'une autre, respirait encore. Le regardant avec une expression qu'il n'avait pas encore vue chez elle, quelque chose de sans fard, quelque chose qui n'avait rien derrière, mais exactement ce que c'était. Merci, dit-elle, d'avoir couru chercher ce dont j'avais besoin sans me demander si ça allait marcher. Je savais que ça allait marcher, dit-il. Tu ne le savais pas. Non, dit-il, mais je savais que tu y travaillais. C'était suffisant. Elle le regarda un autre moment, puis elle se retourna vers Ranger, posa ses deux mains sur son cou et appuya brièvement son front contre lui. Et Silas se leva, recula et lui accorda ce moment, ce qui était le moins qu'il puisse faire pour une femme qui avait donné tout ce qu'elle avait pour quelque chose qui n'était même pas à elle de défendre. La pluie cessa une heure avant l'aube. Chester s'était endormi sur une botte de foin dans le coin et ronflait avec une sincérité formidable. Ranger était toujours à terre, mais stable, sa respiration régulière, ses yeux clairs à nouveau, la crise l'ayant traversé comme l'orage était passé, laissant tout changer mais toujours debout. Polly était assise contre le mur de la stalle. Silas était assis à côté d'elle. Pas près, mais assez près. Aucun d'eux ne parla pendant un moment. Puis Polly dit « Pourquoi Calloway voulait-il vraiment cette terre ?» Silas regarda le plafond. « Les droits sur l'eau, dit-il. Il y a une source souterraine dans mon corps nord-est. Je ne le savais pas quand j'ai acheté cet endroit. Frank l'a découvert avant moi. En année de sécheresse, les droits sur l'eau dans ce comté valent plus que la terre elle-même. Alors, il a empoisonné l'eau de surface pour te chasser, dit Polly, sachant que tu finirais par devoir vendre. C'est ce que je crois. Et si tu vends, il obtient la source et tout ce qui va avec. La voix de Silas était calme. Il est patient. Il savait qu'il me faudrait au moins une saison pour échouer, peut-être deux. Il était prêt à attendre. Polly resta silencieuse un moment. Quelqu'un d'autre est au courant de la source? Juste Chester. Et maintenant toi. Elle tourna la tête pour le regarder. Alors ça fait 3 personnes qui savent ce que tu protèges. Elle soutint son regard. C'est suffisant, il la regarda en retour. Cette femme qui était descendue d'un train il y a 5 jours avec 62$, une sacoche en cuir et le journal d'une grand-mère, qui avait passé ses 5 jours à se battre pour ses chevaux, sa terre et son droit d'être encore là, qui avait mangé des œufs 2 fois par jour sans se plaindre, dormi par bribes et ri exactement une fois. Et cette seule fois avait suffi à rester avec lui. « Polly, dit-il, ne dis pas quelque chose de prudent, dit-elle doucement. Je suis trop fatigué pour la prudence. » Il n'était pas tout à fait sûr de ce qu'il aurait dit à la place. Mais avant qu'il ne puisse le découvrir, Chester se réveilla en reniflant sur la botte de foin et dit avec une grande sincérité confuse. « Est-ce que Ranger... » « Il va bien, Chester, » dit Polly. Chester remit son chapeau sur sa tête, se recoucha. « Bien, dit-il, et il se rendormit en moins de 10 secondes. Polly fit un bruit, ce vrai rire à nouveau, celui qu'elle ne pouvait s'empêcher. Celui qui se produisait quand le monde était dur, et aussi, d'une manière ou d'une autre, brièvement ridicule. Et Silas s'assit à côté d'elle dans la paille pendant que les séquelles de l'orage se calmaient à l'extérieur, et pensa que de toutes les choses qu'il avait attendues en se tenant sur ce quai de gare dans sa plus belle chemise, cela n'avait été nulle part sur la liste. Il commençait à comprendre que ce n'était pas une mauvaise chose. Ce qu'il ne savait pas encore, ce qu'il n'aurait pas pu savoir, assis dans cette étable, dans le calme gris d'avant l'aube, c'est que Frank Calloway avait regardé l'orage depuis son porche sud toute la nuit et avait pris une décision, et que le matin, cette décision serait déjà en marche et qu'elle ne serait pas patiente cette fois. La décision de Calloway arriva sous la forme d'un avocat. Il vint le dimanche matin, ce qui était le genre de timing délibéré. Un dimanche où le bureau du shérif était fermé, le greffier du comté n'était pas disponible, et un homme n'avait nulle part où aller avec son indignation, sauf la garder en lui et la laisser le ronger. Il arriva dans un buggy propre avec une sacoche en cuir sur les genoux et un morceau de papier qu'il tendit à Silas avant même d'être correctement descendu. « Monsieur Drifter, dit-il,
Mon nom est Gerald Fitch. Je représente Frank Calloway. On m'a chargé de vous remettre cet avis d'intention de déposer une réclamation de droit sur l'eau sur le quart nord-est de votre propriété, au motif que la source souterraine qui s'y trouve constitue une ressource partagée en vertu de la loi du comté et que l'utilisation agricole antérieure du bassin versant par M. Calloway. Sortez de ma propriété, dit Silas. Fitch cligna des yeux. C'était un petit homme, soigné à la manière des gens qui passent leur vie à l'intérieur, et il regarda Silas avec l'expression prudente de quelqu'un qui réévalue une situation. Monsieur Drifter, je comprends que cela puisse. J'ai entendu ce que vous avez dit. La voix de Silas était calme, dangereusement calme, le genre de calme que Chester, apparaissant de l'étable, reconnut immédiatement et auquel il répondit en s'arrêtant net là où il était. Je vous demande de quitter ma propriété. Vous pouvez déposer ce que Frank Calloway vous paye pour déposer, et vous pouvez le faire lundi matin quand le bureau du greffier sera ouvert. Et ensuite, vous pourrez expliquer à un juge comment un homme établit une utilisation antérieure de l'eau qu'il a empoisonnée pour y avoir accès. Fitch devint très immobile. Je ne sais pas de quoi votre sulfate de cuivre, dit Silas. 3 sacs achetés au magasin d'aliments de Pete Garner il y a environ 8 semaines. J'ai un témoin. J'ai une femme qui peut témoigner des symptômes exacts de la toxicité des algues chez mes chevaux et les remonter à une source d'eau contaminée à moins de 100 mètres de la limite de ma propriété. Il fit un pas en avant. Et j'ai la patience d'attendre qu'un juge entende tout cela si c'est ce que ça va être. Fitch regarda le papier dans sa main. Il regarda Silas. Il faisait des calculs derrière ses yeux que Silas pouvait presque voir. « Je ne fais que livrer un avis », dit Fitch prudemment. « Le contenu n'est pas... »« Alors vous l'avez livré, » dit Silas. « Bonne journée, Monsieur Fitch. » Fitch partit. Le buggy descendit la route plus vite qu'il n'était monté. Chester s'approcha de Silas et le regarda partir. « Il va courir tout droit chez Calloway. »« Je le sais. »« Calloway va savoir que tu sais pour le sulfate de cuivre. »« Je le sais aussi. »« Alors maintenant, il va agir plus vite, » dit Silas. « Oui. » Il se retourna et rentra. Polly était à la table de la cuisine avec le journal de sa grand-mère ouvert devant elle, une tasse de café et l'immobilité alerte particulière de quelqu'un qui avait entendu chaque mot par la fenêtre ouverte et attendait qu'il lui dise ce qu'il avait dit, même si elle le savait déjà. Il s'assit en face d'elle, lui raconta quand même. Quand il eut fini, elle resta silencieuse un moment. « Tu lui as parlé du sulfate de cuivre, dit-elle. »« Oui. » Sans aller voir le shérif d'abord. Oui, elle le regarda. Pourquoi? Parce que je voulais que Calloway sache que je sais, dit-il. Parce qu'un homme patient qui se croit invisible est plus dangereux qu'un homme qui sait qu'il a été vu. Il croisa son regard. Je préfère le combattre à découvert plutôt que de passer un autre mois à attendre la prochaine chose qu'il fera dans le noir. Polly resta silencieuse un moment, puis elle hocha la tête une fois, avec la qualité décisive qu'elle avait quand elle avait pesé quelque chose et était parvenue à une conclusion. « Alors, nous devons aller voir le shérif demain, à la première heure. »« À la première heure, » acquiesça-t-il. Elle se retourna vers le journal. Son doigt marquait une page, pas nonchalamment, mais avec un but. Il la regarda. « Qu'est-ce que tu lis? » dit-il. Elle tourna le journal pour qu'il puisse voir. La page était couverte de l'écriture de sa grand-mère, petite, précise, légèrement inclinée, et dans les marges se trouvaient les propres notes de Polly, faites avec un stylo différent, mettant à jour et faisant des renvois à ce que sa grand-mère avait écrit des décennies auparavant. « Les sources d'eau souterraines, dit-elle. Comment les identifier à partir des signes de surface, des schémas de végétation, du drainage du sol, de la façon dont certaines herbes poussent. » Elle le regarda. « Tu as dit que tu ne connaissais pas l'existence de la source quand tu as acheté cette propriété. » Le propriétaire précédent ne l'a pas divulgué, dit Silas. Je l'ai trouvé il y a 3 ans en creusant un nouveau poteau de clôture et j'ai heurté un sol humide à 1,20 m de profondeur en août, l'autre le plus sec dont je me souvienne. Et comment Calloway l'a-t-il découvert? La mâchoire de Silas se crispa. Je lui en ai parlé lors d'une conversation de clôture il y a des années, avant de comprendre quel genre d'homme il était. Il fit une pause. J'essayais d'être un bon voisin. Polly le regarda fixement. Tu ne pouvais pas savoir. Non, dit-il, mais je sais maintenant. Elle ferma le journal.
Je veux voir le quart nord-est aujourd'hui, avant que quoi que ce soit d'autre n'arrive. C'est une marche difficile avec la chaleur. Je sais ce qu'est la chaleur, dit-elle en se levant. Je vais chercher mes bottes. Le quart nord-est était la meilleure terre que Silas possédait, bien qu'il ait mis du temps à le comprendre. L'herbe y poussait différemment, plus épaisse, plus verte même pendant les semaines les plus sèches, un fait qu'il attribuait à cette section étant légèrement plus basse, sans jamais se demander pourquoi l'humidité se maintenait ainsi. Polly y marchait maintenant, ses yeux se déplaçant de la manière systématique qu'elle avait, lisant la terre comme elle lisait un cheval malade. Non pas pour ce qui était visible, mais pour ce que les choses visibles disaient de ce qui était en dessous. Elle s'arrêta 2 fois, s'accroupit, mit ses mains dans la terre avec l'attention concentrée de quelqu'un qui écoute. Silas la regarda et ne dit rien. Ta source n'est pas une seule source, dit-elle en se relevant la 2e fois. C'est au moins 2, peut-être 3, qui remontent sous des angles différents. Elle le regarda. Calloway peut revendiquer l'utilisation antérieure d'un bassin versant autant qu'il veut, mais il ne peut pas les revendiquer tous, pas légalement, pas s'ils proviennent de ta propriété de sources distinctes. Silas la fixa. Comment sais-tu ça? Le schéma de l'herbe, la façon dont l'humidité se répartit. Elle regarda autour d'elle. Ta grand-mère t'a-t-elle appris quelque chose sur la lecture de la terre? Elle est morte avant que je sois assez grand pour y prêter attention. La mienne m'a tout appris, dit Polly. Elle disait que la terre te dit toujours ce qu'elle vaut si tu es prête à regarder. Elle se retourna vers lui. Fais arpenter ça correctement par quelqu'un qui n'est pas le cousin ou le partenaire de boisson de Frank Calloway. Fais-le arpenter et fais documenter les sources, et la réclamation de droit sur l'or de Calloway s'effondre. Un arpentage coûte de l'argent, dit Silas. De l'argent que j'ai dépensé en charbon et en chardon-marie. Je le sais, elle le regarda directement. Il me reste 40 $ de mon argent de voyage. J'aimerais y contribuer. Il la fixa. Non. Silas! Non, dit-il. Le mot sortit plus brusquement qu'il ne l'avait voulu. Je ne prends pas ton argent. Ce n'est pas un cadeau, dit-elle, répondant à sa brusquerie avec précision. C'est un investissement dans une propriété où j'ai l'intention de vivre. Elle soutint son regard. À moins que tu n'aies changé d'avis à ce sujet. Il n'avait pas changé d'avis. Il n'avait même pas été prêt de changer d'avis, ce qui était son propre territoire compliqué, qu'il n'était pas prêt à naviguer au milieu d'un champ. Ce n'est pas, commença-t-il. Ne me dis pas que ce n'est pas convenable, dit-elle. Ce qui n'est pas convenable, c'est un homme qui perd sa terre parce qu'il est trop fier pour accepter l'aide de la femme qui dort sous son toit et travaille dans son étable depuis 6 jours. Le mot « dort » resta en suspens dans l'air entre eux avec la légère gêne de 2 personnes qui avaient très soigneusement évité de discuter de leur arrangement exact. Car l'arrangement exact était que Polly était dans la chambre à côté de la cuisine et Silas dans le grenier. Et ils n'étaient pas encore mariés. Et le pasteur n'avait pas été appelé, et aucun d'eux n'en avait parlé parce qu'ils attendaient tous les deux, de différentes manières, que quelque chose se clarifie. « D'accord, dit Silas, 40 $ en prêt. »« En contribution, dit-elle. »« En prêt, répéta-t-il. » Elle le regarda, puis elle dit, « Nous discuterons des termes plus tard, ce qui n'était pas un accord, mais s'en approchait assez pour l'instant. » Et elle se retourna et retourna vers la maison. Et Silas se tint dans son corps nord-est, l'herbe épaisse et verte autour de ses bottes, et pensa qu'il n'avait aucune idée de comment catégoriser cette femme, et qu'il était à court de raisons d'essayer. Le shérif était un homme nommé Art Briggs. Il était assez vieux pour avoir vu beaucoup de choses, et assez jeune pour que ça le dérange encore. Silas avait toujours pensé que c'était la configuration idéale pour un homme de loi. Il écouta tout le lundi matin sans interrompre. Le témoignage de Pete Garner sur le sulfate de cuivre, le compte-rendu clinique de Polly sur la toxicité des algues et sa chronologie, le registre de Silas sur le moment où les chevaux étaient tombés malades pour la première fois. Il regarda les dates. Il regarda la déclaration écrite de Pete, que Pete avait produite avec l'air d'un homme heureux de faire enfin quelque chose à ce sujet. Il regarda Polly quand elle eut fini de parler avec le regard évaluateur d'un homme qui décide s'il croit ce qu'il entend. « Mademoiselle Wright, dit-il, vous pouvez jurer de votre diagnostic de toxicité. »« Je le peux, dit Polly. Les symptômes, la chronologie et la source sont cohérents avec une prolifération d'algues accélérée par le sulfate de cuivre.
J'ai documenté l'état des chevaux quotidiennement. J'ai des registres écrits. Briggs regarda Silas. Cela me met dans une position délicate, Silas. Je le sais. Calloway a les poches profondes. Il va se battre. Je m'y attends. Et tu as déjà révélé ton jeu à son avocat. J'ai pris cette décision, dit Silas. Je ne m'en excuse pas. Briggs resta silencieux un moment. Il se pencha en arrière dans sa chaise et regarda brièvement le plafond. Puis il regarda de nouveau Polly. Vous êtes prête à témoigner officiellement? Complètement, dit-elle, même en sachant que Calloway va vous rendre les choses inconfortables. Sheriff Briggs, dit Polly du ton d'une femme qui avait pris une décision et l'énonçait calmement. Inconfortable n'est pas la même chose qu'impossible, et je n'arrête pas parce que les choses sont inconfortables. Briggs faillit sourire. Pas tout à fait. Je vais aller chez Calloway aujourd'hui, dit-il. Je ne promets rien sur ce que je peux prouver, mais une enquête formelle sur l'achat de sulfate de cuivre est quelque chose que je peux faire, et j'ai l'intention de le faire. Il pointa Silas du doigt. Garde ses chevaux en bonne santé et ses registres détaillés. Ne fais rien à Calloway qui lui donne une raison de t'attaquer sous un autre angle. Compris, dit Silas. Ils se levèrent pour partir. Briggs dit, Mademoiselle Wright? Elle se tourna. C'est vous qui avez sauvé ces chevaux? Oui, dit-elle simplement. Il hocha la tête. Bon travail, dit-il. Et c'était bref et c'était simple, et cela atterrit sur Polly avec le poids de quelque chose qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle attendait d'entendre de quelqu'un dans ce comté. Elle ne le laissa pas voir, mais Silas, marchant à côté d'elle hors du bureau du shérif, le vit, parce qu'il avait commencé à comprendre ce que son visage faisait quand quelque chose comptait pour elle, et qu'elle choisissait de ne pas le montrer. Ruth Haley attendait dehors. Pas spécifiquement pour eux, ou plutôt, attendant clairement spécifiquement pour eux, mais prête à prétendre que non. Elle se tenait devant le magasin général à côté du bureau du shérif, avec un panier sur le bras et les yeux alertes d'une femme qui avait surveillé cette porte. « Silas », dit-elle, « Polly ». Elle avait commencé à utiliser le nom de Polly, ce qui était pire que la formalité, de la manière dont la fausse familiarité est toujours pire. « Quel plaisir de vous croiser. »« Ruth », dit Silas, « j'ai entendu dire qu'il y avait eu des ennuis au ranch, encore des ennuis. » Ses yeux se déplaçaient entre eux. Quelque chose à propos de Frank Calloway et d'une affaire juridique. Les petites villes, pensa Silas. Les petites villes et leur extraordinaire efficacité à faire circuler l'information. On s'en occupe, dit-il. Bien sûr, sourit Ruth. J'espère que tu ne t'es pas mis dans une position difficile, Silas. Affronter Frank au tribunal. C'est une affaire coûteuse, et tu as déjà eu tant de dépenses cet été. Les chevaux. Et puis ses yeux se posèrent sur Polly avec une délibération soignée. Et tout le reste. J'apprécie votre sollicitude, dit Polly. Sa voix était agréable, douce et entièrement impénétrable. Comment va le docteur Haley? J'espère qu'il va bien. Le plus petit scintillement derrière les yeux de Ruth. Il va bien, merci. Bien, veuillez lui transmettre mes salutations. Polly déplaça légèrement le poids de son sac. Nous devrions rentrer. Les chevaux ont besoin de leur contrôle de midi. Elle regarda Silas. Prêt? Il était prêt. Ils retournèrent au chariot et Silas l'aida à monter. Non pas parce qu'elle avait besoin d'aide, car ce n'était pas le cas, mais parce que c'était de la chose à faire. Et il avait commencé à faire les choses qui étaient les choses à faire sans le décider, ce qui était en soi une chose qu'il remarquait. Et il monta à côté d'elle et prit les rênes. « Elle sait, » dit Polly doucement, alors qu'il s'éloignait. « Elle sait tout ce qui se passe dans cette ville à peu près au moment où ça se passe. »« Je suis d'accord, » dit Silas. « Elle va dire à Calloway que nous sommes allés voir le shérif. » Probablement déjà fait. Polly resta silencieuse un moment. « Alors il va agir aujourd'hui. » Silas la regarda. « Qu'est-ce qui te fait dire ça? » Parce qu'un homme patient, quand il découvre que sa patience n'est plus un avantage, cesse d'être patient, dit-elle. Quoi qu'il prévoyait de faire lentement, il va le faire vite maintenant. Elle regarda la route devant elle. Nous devrions rentrer. Il poussa les chevaux plus vite. Ils arrivèrent et trouvèrent Chester dans la cour avec le langage corporel particulier d'un homme porteur de mauvaises nouvelles qui attendait de les livrer. « Quoi? » dit Silas avant d'être complètement descendu du chariot. « Mabel Caldwell a envoyé son garçon, » dit Chester. « Il y a environ 1 heure. »
Il regarda Polly puis de nouveau Silas. Calloway est allé à la banque. Il a réclamé le remboursement de votre prêt, Silas. Silas devint très immobile. Quel prêt? Dit-il, bien qu'il le sût. Il le savait avant que Chester ne le dise. Le prêt d'exploitation, dit Chester. 1200 $. Calloway a racheté le prêt à la banque il y a 2 mois. Son nom est dessus depuis mai. La voix de Chester était prudente et égale, à la manière de quelqu'un qui livre une information qu'il sait être sur le point de faire un trou dans quelque chose. Il le réclame dans 30 jours. 1200 $ en 30 jours. Silas se tenait dans cette cour avec tout ce que cela signifiait, le traversant comme de l'eau froide. Les chevaux, l'arpentage qu'il venait de promettre, le témoignage de Pete Garner, Art Briggs se rendant chez Calloway. Tout cela se réorganisait autour de ce seul fait. Calloway avait gardé cela pendant des mois, attendant exactement le bon moment. « Il peut faire ça », dit Polly. Elle était descendue seule et se tenait à côté de Silas. « Juste réclamer un prêt sans motif ?» Si la période de préavis des termes originaux est passée, dit Chester, ce qui est apparemment le cas de 2 mois. Il regarda son chapeau. « Silas, je suis désolé. J'aurais dû surveiller le prêt de plus près. »« Ce n'est pas ton travail de le surveiller, » dit Silas. Sa voix venait de quelque part de lointain et de stable. « C'est le mien. 1200 $. Il avait 60, peut-être 70 $ avec ce qu'il avait mis de côté. Polly lui avait offert 40, qu'il avait appelé un prêt, ce qui semblait maintenant le geste le plus inadéquat de l'histoire des gestes inadéquats. Il s'assit sur les marches du porche, pas de manière dramatique, juste assis, parce que se tenir debout demandait plus qu'il n'avait à ce moment précis. Polly s'assit à côté de lui, pas en face de lui, pas à une distance polie, à côté de lui, assez près pour qu'il puisse sentir la chaleur de son bras près du sien. « Parle-moi de la source, dit-elle doucement. Quoi à son sujet? Si elle est documentée, arpentée, légalement établie comme une ressource multisource sur ta terre, combien vaut-elle? » Il la regarda. Les droits sur l'eau dans un comté en sécheresse. En chiffres, Silas. Il y réfléchit. Pour le bon acheteur, quelqu'un qui veut développer la section nord ou qui a besoin d'eau fiable pour un grand troupeau, ça pourrait valoir 3, 4 fois ce que la terre elle-même vaut. Alors, on l'a fait arpenter, dit-elle, documenté. Et ensuite, on trouve cet acheteur avant que les 30 jours ne soient écoulés. Un arpentage prend du temps. Pas si tu payes pour la rapidité, dit-elle. Y a-t-il un géomètre dans le comté? Tom Aldridge, à Millhaven. Peut-il le faire en 1 semaine pour le bon prix? Silas la fixa. Polly, le peut-il? Peut-être, dit-elle, s'il n'est pas surchargé. Alors demain matin, tu vas à Millhaven. Elle soutint son regard. Et ce soir, tu écris le nom de chaque personne dans ce comté qui dirige une grande exploitation et qui pourrait vouloir un accès à une source d'eau fiable. Chaque personne. Nous aurons besoin d'un nom au moment où cet arpentage sera terminé. Chester, debout dans la cour, regardait Polly avec une expression que Silas ne pouvait pas interpréter précisément. Quelque chose entre l'admiration et l'étonnement léger d'un homme qui regarde quelqu'un faire quelque chose qu'il ne savait pas possible. « Elle a raison, dit Chester. « Je sais qu'elle a raison, dit Silas. Polly se leva. « Je vais voir Ranger. » Elle fit une pause à la porte. « Silas, » il leva les yeux. « Calloway a agi vite parce qu'il a peur. Les hommes effrayés font des erreurs. » Elle soutint son regard un instant. « N'en fait aucune. » Elle rentra. Chester attendit que la porte se ferme. Puis il dit très doucement, « Tu sais, quand tu m'as dit pour la première fois que tu avais fait venir une fiancée par correspondance, j'ai pensé, Chester. Je dis juste, ne dis rien. » Chester pinça les lèvres, hocha la tête. « Je vais commencer cette liste de noms, dit-il. Je connais tous les éleveurs dans 3 comtés qui ont eu des problèmes d'eau cet été. » Il alla à l'étable chercher du papier et Silas resta assis sur les marches du porche seul, 1 minute de plus. Et il pensa à une femme qui était arrivée il y a 9 jours avec 62 $ et une sacoche en cuir et qui se tenait maintenant entre lui et la perte de tout, avec la même certitude patiente et inébranlable avec laquelle elle s'était tenue entre ses chevaux et la mort. Il pensa à ce qu'il lui devait. Il pensa à ce que lui devoir pourrait éventuellement ressembler. Puis il rentra, trouva du papier et commença à écrire des noms, car les 30 jours avaient déjà commencé.
Et Polly Wright lui avait dit de n'en gaspiller aucun. Et il avait découvert que lorsqu'elle lui disait quelque chose avec cette voix plate, certaine, déjà décidée, il lui était très difficile de faire autre chose que ce qu'elle disait. Ranger se leva seul ce soir-là pour la première fois en 2 jours. Chester le vit le premier et cria, et ils accoururent tous. Silas du porche, Polly de la cuisine, même le chat de l'étable, qui n'avait aucun intérêt dans la situation, mais qui arriva quand même par curiosité générale. Ranger se tenait dans sa stalle, ses jambes solides sous lui, sa tête à la hauteur où elle devait être, et il les regarda tous avec l'expression légèrement offensée d'un cheval qui ne comprenait pas pourquoi tout le monde faisait tant d'histoires. Polly se tenait à la porte de la stalle et le regarda longuement. Ses mains étaient le long de son corps. Son visage faisait cette chose contrôlée. Puis elle rit, pas le rire surpris et impuissant qui lui échappait parfois, mais un rire plein, un vrai, venant de quelque part de profond. Le rire d'une femme qui relâche quelque chose qu'elle avait retenu pendant 10 jours. Silas se tenait à côté d'elle et regardait Ranger, et sentit quelque chose dans sa poitrine s'étendre vers l'extérieur comme un poing qui se desserre, plus grand qu'avant, plus grand que ce premier matin, où le simple souffle d'espoir avait semblé presque trop à permettre. Chester jeta son chapeau en l'air. Il heurta le plafond de l'étable, redescendit et atterrit sur le chat de l'étable, qui partit avec une dignité formidable. « Il va s'en sortir », dit Polly. Pas une question, une affirmation, un fait qu'elle revendiquait à voix haute devant des témoins. « Il va s'en sortir », dit Silas. Elle se tourna pour le regarder, et il la regarda en retour, et ce qui passa entre eux à ce moment-là n'avait pas de nom dans aucune langue qu'ils parlaient. C'était quelque chose de plus ancien que les mots. Quelque chose qui s'était construit au cours de 10 jours de crise et d'épuisement, de café trop fort pour être goûté, d'œufs 2 fois par jour, d'un orage, d'un avocat d'un dimanche, d'une source d'eau, de $1 200, et du rire une fois dans cette même étable qui avait atterri dans sa poitrine et y était resté. Il voulait dire quelque chose. Il n'avait pas encore les mots pour ça. Mais Polly Wright le regarda avec ses yeux francs et sans faire, et le coin de sa bouche bougea, et elle dit doucement, « Un problème à la fois. »« Oui, dit-il, commence par le géomètre. »« Dès demain matin, dit-il. » Elle hocha la tête, se retourna vers Ranger, posa sa main sur son cou comme elle le faisait toujours, stable et sûre, comme quelque chose qu'elle avait tout à fait le droit de faire. Et Silas la regarda et pensa que demain, quand il irait à Millhaven, il allait demander à Tom Aldrich d'apporter une 2e copie de son rapport d'arpentage, car le combat pour cette terre n'était pas encore terminé. Mais pour la première fois depuis très longtemps, il ne l'affrontait pas seul. Tom Aldrich était un petit homme avec des mains énormes. Il avait les manières posées de quelqu'un qui avait passé 30 ans à mesurer des choses immobiles et en était venu à croire que la patience était le seul outil qui comptait. Il arriva le mardi matin avec son équipement et son assistant, un jeune homme nommé Will, qui ne parlait pas beaucoup mais bougeait vite. Et il passa 6 heures sur le quart nord-est pendant que Silas le suivait, que Polly gérait l'étable et que Chester planait près de la clôture, prétendant ne pas tout regarder avec l'intensité d'un homme dont l'avenir entier était également attaché à cet arpentage. À 4 heures de l'après-midi, Aldrich vint sur le porche où Silas attendait avec de l'eau et dit sans préambule, « Vous avez 3 sources distinctes. 2 d'entre elles sont importantes. La 3e est plus petite mais constante. » Il s'assit et étala ses notes préliminaires sur son genou. « Les 2 sources principales proviennent entièrement de l'intérieur de votre propriété. Pas de bassin versant partagé avec la parcelle de Callaway. Pas de discussion. » Il leva les yeux. « La 3e coule à moins de 12 mètres de votre clôture nord-est. C'est là que Callaway allait essayer de faire sa réclamation. » Silas le fixa. « Elle est? » Aldrich confirma. « Parce que 12 mètres à l'intérieur de votre limite n'est pas une ressource partagée selon aucune interprétation de la loi du comté que j'ai jamais rencontrée, et je fais ça depuis 31 ans. » Il plia ses notes. « J'aurai le document officiel prêt d'ici jeudi. Je vous facture un supplément pour la rapidité. Je ne m'en excuse pas. »« Je ne vous demande pas de le faire, » dit Silas. Polly apparut à l'entrée. Elle avait entendu. Elle regarda Silas et il la regarda, et aucun d'eux ne dit rien parce que rien n'avait besoin d'être dit. Chester, depuis la clôture à 40 mètres de là, cria. « Alors? »
3 sources, répondit Silas. Le chapeau de Chester s'envola à nouveau. Il avait apparemment décidé que c'était son geste signature pour les bonnes nouvelles. La liste de noms que Silas et Chester avaient compilés comptait 11 personnes. De grandes exploitations, stressées par la sécheresse, ayant besoin d'un accès fiable à l'eau. Silas passa le mercredi à écrire à 3 d'entre elles. Il ne décrivit pas ce qu'il avait comme une vente. Il le décrivit comme un partenariat de droit sur l'eau, un accord d'accès à long terme, des frais annuels, sa terre intacte, sa source protégée, ses chevaux sur un terrain qui restait le sien. Il l'exposa clairement, sans désespoir, de la voix stable d'un homme présentant un arrangement commercial juste pour tout le monde. Le premier homme dit qu'il y réfléchirait. Le deuxième homme dit qu'il n'était pas intéressé. Le troisième homme était Harold Briggs, sans lien de parenté avec le shérif, qui élevait 800 têtes de bétail sur des terres arides à 20 kilomètres au nord et voyait sa situation en eau se détériorer depuis 2 étés. Il écouta Silas pendant 10 minutes, posa 4 questions précises et dit « Combien pour un accord de 20 ans? » Gillespie nomma un chiffre. Harold Briggs nomma un chiffre différent. Ils se rencontrèrent au milieu. Le total était de 1 420 $, payable en 2 versements. Le premier à la signature, le second à la confirmation de l'arpentage. Le premier versement couvrait le prêt, le second couvrait les frais de géomètre, les herbes vétérinaires, 3 mois de frais de fonctionnement. Et il restait assez pour que Silas, dans son chariot sur le chemin du retour, fixe l'accord signé dans ses mains pendant 1 minute entière avant d'oser reprendre les rênes. Il rentra au crépuscule. Polly était sur le porche. Elle se leva quand elle vit son visage. « Harold Briggs, dit Silas en descendant du chariot. Accord sur l'eau de 1 420 $. Il brandit le papier. Polly le regarda, puis elle se rassit lourdement sur la marche du porche, comme si ses jambes avaient pris une décision que son cerveau n'avait pas encore rattrapée. Elle mit ses 2 mains sur son visage. Silas s'assit à côté d'elle. « Hé, dit-il. » Elle enleva ses mains. Ses yeux brillaient d'une manière qu'elle n'essayait pas de gérer. « D'accord, dit-elle. « D'accord. D'accord, dit-il. » Chester apparut au coin de l'étable, lut leurs 2 visages en environ 1 seconde et dit « Je vais faire le pire café que vous ayez jamais goûté et je vais me sentir très bien en le faisant. » Et il rentra. Polly rit, le vrai, celui du fond du cœur. Et Silas s'assit à côté d'elle sur ses marches du porche dans la chaleur du soir, l'accord signé à la main, et l'écouta rire, et sentit la dernière parcelle de la chose froide qui avait vécu dans sa poitrine pendant 3 semaines se dissoudre complètement, comme le givre qui brûle au soleil du matin. Le shérif Art Briggs arriva le jeudi matin, alors que l'arpentage officiel de Tom Aldrich séchait encore sur la table de la cuisine de Silas. Il avait l'air d'un homme qui avait fait quelque chose de satisfaisant et il essayait de le présenter professionnellement. « Je suis allé chez Callaway lundi, » dit-il, assis en face de Silas et Polly à la table de la cuisine. « Je l'ai interrogé sur l'achat de sulfate de cuivre. Il a nié que c'était pour les temps. Il a dit que c'était pour une application entièrement différente. Le témoignage de Pete Garner, » commença Silas. « Le témoignage de Pete est ce qu'il est, » dit Briggs. « L'avocat de Callaway va le compliquer. C'est juste la réalité. » Il leva une main. « Cependant, quand j'étais sur la propriété de Callaway, j'ai observé que son étang sud, celui qu'il prétendait traiter, ne montre aucune preuve d'application de sulfate de cuivre. Pas de mortalité d'algues, pas de décoloration de l'eau, rien. Son étang est propre. » Il les regarda fixement. « Ce que sa clôture nord montre est une autre histoire. Il y a des preuves chimiques et résiduelles compatibles avec un déversement du côté de la propriété Drifter. Mon adjoint l'a documenté. Nous avons des photographies. » Polly se pencha en avant. « Cela place l'application à la limite. »« Cela la place à moins de 50 mètres de votre étang du pâturage nord, » dit Briggs. « Ce n'est pas un aveu, mais c'est un problème pour l'histoire de Callaway. » Il fit une pause. « J'ai aussi eu une conversation avec Gerald Fitch, son avocat. Fitch est un homme prudent. Quand je lui ai dit ce que nous avions trouvé, il est devenu considérablement plus prudent. » Briggs prit son café. « Je m'attends à ce que la réclamation de droit sur l'eau soit discrètement retirée d'ici la fin de la semaine. » Silas le fixa. « Et l'affaire criminelle? » « L'affaire criminelle est plus compliquée, dit Briggs honnêtement. Prouver l'intention de nuire est difficile.
Prouver qu'il l'a fait avec malveillance et en pleine connaissance de cause, encore plus difficile. Mais prouver qu'il m'a menti sur la raison de son achat, combiné avec les preuves physiques à la clôture, il posa sa tasse. Frank Calloway va avoir une conversation très inconfortable avec le juge avant que tout cela ne soit réglé. Et les conversations inconfortables avec les juges ont tendance à être coûteuses. Il se leva. Je dirais que votre terre est plus en sécurité aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a une semaine. Je ne dirais pas que c'est fini. Rien de ce qui vaut la peine n'est jamais fini, dit Polly. Briggs la regarda, faillit sourire à nouveau. Non, madame, dit-il, généralement pas. Il mit son chapeau. Vous avez de bonnes personnes ici, Silas. Il partit. Silas et Polly restèrent assis à la table de la cuisine avec l'arpentage entre eux, les paroles du shérif dans l'air et le son de Chester dans l'étable parlant à May de quelque chose qui ne l'intéressait clairement pas. Ce n'est pas fini, dit Silas. Non, acquiesça Polly. Calloway n'est pas le genre d'homme qui accepte de perdre avec grâce. Je sais que cela pourrait durer des mois, des allers-retours juridiques, des litiges de comté, lui trouvant de nouveaux angles. Il la regarda directement. Je veux que tu saches pourquoi tu restes. Je veux que tu saches que ce n'est pas simple. Polly croisa son regard. Silas, quand ai-je jamais suggéré que je cherchais la simplicité? Il n'avait pas de réponse à cela, ce qui était en soi la réponse. Il y a quelque chose que je voulais te dire, dit-il. Il s'arrêta, recommença. Depuis le 3e jour, peut-être le 2e. Il regarda ses mains sur la table. Je ne suis pas un homme qui parle facilement de... Il fit une pause. De ce qui est devant moi. J'ai tendance à attendre que les choses soient réglées avant de dire ce que j'en pense. Et les choses sur ce range n'ont pas été réglées depuis très longtemps. Silas, dit Polly doucement. Laisse-moi finir, dit-il. Je dois dire ça pendant que je suis sûr de ce que je veux dire. Il leva les yeux vers elle. Tu es venu ici pour un arrangement commercial. Je t'ai écrit une lettre sur des choses pratiques parce que je pensais de manière pratique et ce n'était pas faux. Mais ce n'était pas non plus. Ce n'était pas l'image complète. Et l'image complète, c'est que je t'ai regardé pendant 11 jours faire des choses que je ne savais pas possibles et être un genre de personne que j'avais cessé de croire que je trouverais. Et Il s'arrêta. Je ne veux pas d'un arrangement commercial avec toi. Je veux un autre... Il s'arrêta. Je veux te demander de rester parce que tu veux rester, pas à cause d'un contrat ou de frais de correspondance ou d'une lettre que j'ai écrite sur des aspects pratiques. Il soutint son regard. Voilà ce que je voulais dire. La cuisine était très silencieuse. Polly le regarda longuement avec ses yeux francs et sans faire. Puis elle dit, « Tu m'as écrit une lettre qui disait que tu avais besoin de quelqu'un de robuste et capable. Oui, tu as dit que tu ne cherchais pas de sentiments. Je me suis trompé à ce sujet. » Elle le regarda. Quelque chose traversa son visage, compliqué et honnête, et n'essayant pas d'être autre chose que ce que c'était. « Je suis venue ici parce que j'avais besoin d'une vie qui ait un sens, dit-elle. Je suis venue parce que j'avais 40 $ et une sacoche en cuir, et j'étais fatiguée d'être quelque part qui ne voulait pas de moi. » Elle fit une pause. « Je ne suis pas venue en attendant. » Elle s'arrêta, regarda la table, puis de nouveau lui. « Je ne me suis rien permis d'attendre, parce qu'attendre des choses m'avait toujours coûté plus que ce que j'avais. » « Et maintenant, dit-il là, elle resta silencieuse un moment, puis elle dit, « Maintenant, je pense que je serai prête à espérer quelque chose de petit et voir ce qui se passe. » Ce n'était pas une déclaration. Ce n'était pas le genre de choses que les femmes disaient dans les romans. C'était quelque chose de mieux, quelque chose de vrai, quelque chose de calibré exactement sur ce que 2 personnes prudentes pouvaient s'offrir après 11 jours, une crise, une source d'eau et une étable pleine de chevaux en convalescence. Silas tendit la main sur la table et posa sa main sur la sienne. Juste ça. Elle baissa les yeux dessus, puis elle retourna sa main et serra la sienne. Chester entra de l'extérieur, les vit, dit « Oh, désolé », et ressortit. Le pasteur est venu le samedi. Pas parce que quelqu'un l'avait fait venir. Il est venu parce que Mabel Caldwell avait apparemment décidé que les choses avaient assez duré de manière non officielle et avait pris l'affaire en main avec l'efficacité décisive qui caractérisait tout ce qu'elle faisait.
Elle arriva le samedi matin avec un pasteur à sa suite et un regard qui défiait Silas ou Polly de s'y opposer. Aucun d'eux ne le fit. Ce ne fut pas une grande cérémonie. Chester fut le témoin de Silas. Mabel fut la témoin de Polly. Clara et June Caldwell étaient là. Pete Garner du magasin d'aliments vint parce que Chester lui en avait parlé, et Pete était le genre d'homme qui se présentait pour les événements. Quelques autres voisins dont Polly apprenait encore les noms. Personne du côté de la clôture de Frank Calloway n'assista, ce qui était le résumé le plus précis possible de la situation. Le pasteur était un jeune homme nommé Thomas, qui était clairement nerveux de célébrer une cérémonie pour Mabel Caldwell et compensait en étant très minutieux. Ce qui signifia que tout prit plus de temps que prévu, ce que Chester utilisa comme une opportunité pour se pencher et murmurer quelque chose à Pete Garner, qui fit que Pete eut beaucoup de mal à ne pas rire. Polly se tenait dans sa robe bleue propre, celle du train qu'elle avait lavée et repassée jusqu'à ce qu'elle soit aussi proche de sa couleur d'origine qu'elle le serait jamais. Ses cheveux étaient correctement épinglés et le journal de sa grand-mère dans sa sacoche à des mètres de là, dans la maison, parce qu'elle l'avait voulu près, même si elle ne le tenait pas. Silas se tenait à côté d'elle dans sa plus belle chemise, la sombre, celle avec un seul poignet effiloché, et il la regardait avec l'attention directe et simple d'un homme qui avait pris une décision et était complètement en paix avec elle. Quand le pasteur en arriva à la partie « Parlez maintenant » ou « Taisez-vous à jamais », personne ne dit rien. Quand il en arriva à la partie « Prenez-vous cette femme pour épouse », Silas dit « Oui, je le veux ». Il le dit avec la certitude d'un homme qui était sûr de sa réponse depuis au moins 9 jours. Quand il en arriva à la partie « Prenez-vous cet homme pour époux », Polly dit « Oui, je le veux », et le pensait dans le sens le plus plein. Pas seulement l'homme debout à côté d'elle, mais le ranch et les chevaux et les complications juridiques, et le poignet effiloché de sa plus belle chemise, et le café qui était toujours trop fort, et les œufs 2 fois par jour, et les 30 jours de problèmes qu'ils avaient survécu ensemble, et tous ceux qui allaient suivre. Mabel pleura, ce qui surprit tout le monde, y compris Mabel. Clara lui tendit un mouchoir. Mabel l'utilisa sans reconnaître qu'elle l'utilisait, ce qui était tout à fait dans son caractère. Chester jeta son chapeau en l'air, il heurta le plafond du porche cette fois, redescendit et atterrit sur Pete Garner. Pete l'attrapa et le mit sur sa propre tête, où il était trop grand, et le porta pour le reste de l'après-midi parce que c'était le genre d'homme qu'était Pete. Plus tard, après que la nourriture que Mabel avait apportée et que les voisins étaient partis, et que Chester dormait sur la botte de foin de l'étable à sa manière habituelle, Silas et Polly s'assirent sur les marches du porche dans la chaleur du soir. Une chaleur qui commençait presque imperceptiblement à porter la première touche de quelque chose qui n'était pas encore tout à fait l'automne, mais qui y pensait. Ranger marchait seul dans l'enclos depuis 2 jours. May était complètement rétablie, autoritaire avec Chester, douce avec Polly, exactement le cheval qu'elle était avant tout cela. Les juments baies étaient fortes. La petite tachetée, qui n'était jamais tombée assez malade pour les effrayer, considérait toute la situation avec le détachement philosophique d'un animal qui avait déjà vu des humains s'agiter pour des choses. Calloway a retiré la réclamation sur l'eau cet après-midi, dit Silas. Briggs a envoyé un mot. Je sais, dit Polly. Chester me l'a dit. Est-ce que Chester te dit tout? Chester me dit les choses au moment où il les sait, dit-elle. Je pense qu'il a décidé que j'étais plus fiable que le service postal. Silas fit un bruit qui ressemblait à un rire. Il n'a pas tort. Elle appuya son épaule contre la sienne, facile, naturelle, comme quelque chose qui avait toujours eu cette forme et qui venait seulement de trouver sa place. Ma grand-mère disait, commença Polly. J'adore les dictons de ta grand-mère, dit Silas. Elle le regarda. Tu en as entendu 2. Ils sont tous les 2 bons, elle sourit. Pas le demi-mouvement contrôlé qu'elle utilisait quand quelque chose l'amusait, mais un sourire plein, ouvert et sans phare. Le sourire d'une femme qui avait laissé son visage rattraper ce que son cœur faisait depuis un moment. Elle disait que le foyer, ce n'est pas l'endroit d'où l'on vient, c'est l'endroit pour lequel on choisit de se battre. Silas regarda le ranch, l'étable avec les chevaux à l'intérieur, la clôture que Chester avait reconstruite, le pâturage nord avec son étang guéri, et le quart nord-est avec ses 3 sources, son herbe verte et ses droits sur l'eau documentés, légaux et indiscutables. Il regarda la fenêtre fissurée avec le patch en papier qu'il n'avait toujours pas réparé
et pour lequel il avait cessé de s'excuser. Il regarda Polly. On dirait qu'elle avait raison sur la plupart des choses, dit-il. Elle avait raison sur tout, dit Polly. J'ai juste mis du temps à le comprendre. Il passa son bras autour d'elle. Elle se pencha contre lui avec la facilité solide et simple de quelqu'un qui avait décidé que c'était là qu'elle était et qui avait complètement fini de s'excuser de prendre de la place. Ils restèrent assis sur ces marches pendant que la dernière chaleur de l'été s'installait autour d'eux. Les chevaux bougeaient doucement dans l'étable, et le ronflement de Chester s'échappait par la porte ouverte de l'étable comme sa propre musique particulière. Et aucun d'eux ne dit rien d'autre pendant longtemps. Il n'y avait plus rien à dire. Calloway avait toujours de l'argent, de la patience et un avocat nommé Fitch. Et le comté avait toujours ses complications. Et le ranch avait toujours son poignet effiloché et sa fenêtre fissurée. Et son travail qui commençait avant l'aube et se terminait après la tombée de la nuit et ne s'arrêtait pour rien d'aussi trivial que la difficulté. Rien de tout cela n'avait changé. Mais Ranger marchait. Les sources étaient documentées et défendues. Le prêt était payé. L'arpentage était déposé. Et Polly Wright, Polly Drifter maintenant, le nom posé sur elle comme quelque chose qu'elle essayait encore, quelque chose qui lui allait mieux qu'elle ne l'avait prévu, avait le journal de sa grand-mère dans une maison qui était de la sienne, sur une terre qui allait rester la sienne, à côté d'un homme qui avait dit « Je me suis trompé sur le sentiment » et le pensait chaque syllabe. Elle était venue à ce ranch avec 62 $, une sacoche en cuir et la conviction tranquille et inébranlable qu'elle valait plus que n'importe quelle chambre dont on l'avait jamais chassée. Elle avait eu raison. Et le matin, il y aurait des poteaux de clôture et des tests d'eau et une lettre à écrire au comté sur l'accord de partenariat formel avec Harold Briggs. Et il y aurait des œufs, parce que c'est ce qu'il y avait, et du café trop fort pour être goûté, et Chester avec son chapeau prêt à être jeté pour les bonnes nouvelles. Et Silas Drifter se réveillerait avant l'aube, et la première chose qu'il verrait serait la femme qui était descendue d'un train dans sa vie défaillante et avait refusé catégoriquement, obstinément, sans excuse ni hésitation, de la laisser continuer à échouer. Ce n'était pas rien. C'était, en fait,